Bonjour à toi Julien. Merci de m'accueillir chez toi. Bah, écoute, voilà, tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Je réalise un documentaire depuis 3 ans maintenant. Ça m'a amené à faire au moins une fois le tour de la planète, à interviewer plus de 1500 personnes Waouh. autour d'une question pour moi qui est fondamentale. C'est quoi le bonheur pour vous? Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, David? Alors on en parlait juste avant, je te disais, est-ce que tu veux une réponse de 30 secondes ou plus complète? Donc j'ai compris que ce qui t'intéresse, c'est que ça soit plus complet. C'est ça? Ouais, Euh, avant que tu arrives, je me posais la question, tiens, si je devais identifier 5 paramètres qui pourraient faire la différence, ça serait lesquels? Parce qu'on on pourrait en lister, je pense, je m'étais amusé une fois à faire la liste de tous les paramètres par rapport au bonheur ou au bien-être. Et j'étais allé à plus de 180. Donc l'idée, c'est pas de lister tout ça, mais de me dire, tiens, si on devait mettre des grosses cases importantes, ça serait quoi? Pour moi, une première qui est tellement essentielle, c'est déjà d'apprendre à maîtriser tous les principes, les outils et les stratégies qui permettent de transformer ses perceptions. C'est assez fou finalement. Enfin, moi, je trouve ça incroyable à quel point notre bien-être dans notre quotidien n'est pas déterminé par ce qu'on vit, mais par les événements, par la façon dont on lit les événements qu'on vit. Je trouve ça incroyable. J'appelle ça mes héros pour moi, et je vais à la rencontre partout dans le monde de ces héros pour moi, des gens qui ont la capacité, dans une situation donnée, d'arriver à voir la situation d'une manière qui fait que ils arrivent à retrouver, à avoir de l'inspiration, avoir de la joie, avoir de la détermination, avoir de la confiance, avoir de l'amour, avoir de la certitude. Et donc pour moi, toutes les approches, il en existe plein, mais c'est pour mettre dans une case, toutes les approches qui consistent à aider à transformer nos perceptions, je crois que c'est un élément qui est essentiel euh, pour être plus heureux, être plus dans du bonheur. Alors j'emploie, pour être transparent, rarement le mot bonheur, mais beaucoup plus le mot bien-être. ok. Euh, Donc tu fais une dissociation entre bien-être et bonheur. oui. Ok, La raison pour si je fais rapidement, hein, la raison pour laquelle je la dissocie, c'est que je suis très inspiré par le fait de toutes les approches qui favorisent d'aller à l'équilibre et qui se dissocient des polarités. Et on entend beaucoup dans la tête des gens bonheur, malheur, souffrance, plaisir, et on est dans une société qui est très addicte à vouloir vivre que du plaisir sans souffrance, que de la facilité sans difficulté. Et c'est juste parce que dans la tête des gens, c'est très connoté plaisir, le mot bonheur, que je l'emploie peu. Alors que le mot bien-être, pour moi, il est moins connoté plaisir, mais plus connoté se respecter, prendre soin de soi, vivre une vie qui m'inspire. Alors c'est de la sémantique, et je sais que dans ce que toi t'appelles le bonheur, on est d'accord, mais c'est juste pour que tu comprennes pourquoi je emploie plus le mot facilement, le mot bien-être, parce que on confond parfois le shoot de plaisir avec une tartiflette ou avec du sucre avec le bonheur. Et pour moi, c'est pas vraiment ça le bonheur. Et vivre une vie qui m'inspire, une vie qui me correspond, avoir le courage d'être moi-même, enlever le personnage et me montrer vulnérable et tel que je suis avec les gens, pour moi, c'est beaucoup plus proche de ce que c'est être heureux et dans le bonheur. Mais c'est juste pour que tu comprennes pourquoi j'emploie le mot bien-être. ah oui, donc on peut être heureux dans le bonheur. C'est encore, tu dissocies encore être heureux et le bonheur. Je suis assez fasciné de plus en plus par le sens des mots. Encore une fois, d'ailleurs, j'avais interviewé quelqu'un que tu as interviewé, qui s'appelle Thierry Jensen. Ouais, génial, oui. Et je me rappelle, je lui avais posé la question, c'est quoi le bonheur? Et gentiment, hein, encore une fois, avec une belle relation, il a su me recadrer sur le sens de mes mots. Et à cette époque-là, je comprenais pas. Je me disais, bon, il joue sur les mots. Sauf que c'était peut-être 6 ans auparavant. Entre-temps, j'ai appris plein de choses et je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des mots différents, bonheur, bien-être, plaisir, qui sont souvent confondus et qui ont des couleurs un peu différentes. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est quand même, il n'y a pas de grosses différences, quoi. Il y a vraiment une terminaison et une définition qui est peut-être un peu différente, mais finalement, être heureux, c'est aussi être dans le bonheur, quoi. En fait, je pense que la définition réelle est très différente, mais que dans le sens commun, elle est proche. Ok. Donc je dirais que si on est tatillon sur les mots, et c'est pas mon propos là, on pourrait voir des grosses différences. Maintenant, dans le sens commun, quand on parle de bonheur et de bien-être, pour la plupart des gens, c'est la même chose. Voilà, c'est Ouais, juste. c'est vrai. Ouais, ils font un peu l'amalgame, manque de recul peut-être sur la Après, c'est société. ouais, on est habitué à utiliser certains mots. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour moi, tout ce qui est de transformer mes perceptions me fascine, de me dire qu'est-ce qui fait que deux personnes dans la même situation,
Il y en a une qui te dit j'ai été licencié et lié à mon licenciement, c'est la raison pour laquelle je suis malheureux. Et l'autre qui, tu la croises 10 ans plus tard, a un énorme sourire, de la joie de vivre, de la détermination. Tu dis mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la personne te dit ben j'ai été licencié à 10 ans. Je dis mais c'est quoi le rapport? Elle te dit ben en soi il n'y en a pas beaucoup, mais depuis ce licenciement qui m'a fait souffrir, j'ai pris des décisions de changer des choses dans ma vie. Et au final, comme dirait Steve Jobs, c'était un médicament douloureux, mais le patient en avait besoin. Et ça, je trouve ça fascinant dans ma propre vie, dans la vie des gens que j'accompagne et dans la vie de mes héros, les gens que je rencontre. Comment ils font ces gens-là ou ne le font pas pour d'autres personnes à voir les choses sous un angle qui fait que ça leur donne de l'énergie. Et pour moi, être heureux ou être dans le bonheur, c'est maîtriser, ce que j'aime bien employer la notion de maître de ce monde intérieur, c'est d'arriver finalement à faire en sorte que peu importe les circonstances extérieures ou les événements extérieurs, via mes perceptions, j'arrive à me sentir bien. Et c'est incroyable, juste pour finir cette phrase, t'as des personnes qui ont tout pour se sentir heureux et bien, l'argent, la célébrité, la santé, quoi que ce soit, et qui se sentent pauvres dans leur vie. Et des personnes où sur le papier, tu te dis, mais ils ont aucune raison de se sentir bien, et tu les rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ça. Et ça m'a mis une baffe de me dire, merde, il a rien pour se sentir bien, et pourtant il y arrive. Ouais. Un type comme Jean-Baptiste Thibon, par exemple, qui est incroyable. Erreur chirurgicale à la naissance. 70%, ou je ne sais plus exactement pour être précis, son degré d'invalidité. À la naissance de son fils, les institutions lui ont enlevé son fils, lui disant qu'il était invalide pour être papa. Donc, ça permet de voir un peu le niveau de challenge. Et ce type-là me dit en interview, tu sais David, ta timidité ou mon handicap, je ne peux pas dire qui a plus souffert. Et rien que déjà cette phrase-là, ça m'a mis une double baffe. Je me suis dit, mais à longueur de temps, j'entends des gens, et moi-même à l'époque, qui dit moi j'ai plus souffert que toi, moi c'est plus grave que toi. Et ce mec-là me dit finalement, on peut pas comparer les souffrances et le handicap. Oui, c'est challengeant, mais c'est un révélateur de potentiel. Et je pense que la timidité c'est une forme de handicap et c'est un révélateur de potentiel. Et il explose de rire, il est vraiment énorme comme personne. Et je me suis dit merde. Comment il fait, lui, pour se sentir bien, alors que pour servir un verre d'eau, il galère. Et il rigole en plus quand il le fait. Hein. Et il raconte des anecdotes avec son fils, qui sont petits, qui se moquent de lui parce qu'il n'arrive pas à faire des choses. Comment il fait ce gars-là pour arriver à dire « J'aime ma vie, je suis heureux de vivre, j'ai de la chance. » Et je vais me plaindre de ne pas avoir ça, de me comparer, d'avoir des regrets. Et je me dis « Merde, il y a quelque chose, on peut changer les perceptions. » Bah ouais, mais tu le dis justement. Est-ce que c'est bon aussi justement de comparer? Parce que lui, il est né comme ça, hein, si j'ai bien compris. Lui, il est né comme ça. Il est né comme ça, donc il a vécu avec ça depuis sa naissance. Donc il n'a pas vraiment, pour lui, de comparaison avec une vie entre guillemets normale, une personne qui est valide. Et toi, tu viens en fait en tant que valide et d'un coup, bah, tu es confronté à cette situation. Donc pour toi, c'est juste hallucinant. Mais en fait, pour lui, c'est normal, quoi. Ça fait partie de sa vie. Alors, pour moi, il aborde une notion qui est super intéressante. À la fois, il ne sait pas ce que c'est effectivement d'être valide. En revanche, s'être comparé, il a passé une grande partie de sa vie à s'être comparé, en voyant ce à quoi les personnes valides ont accès. Okay, oui. Et pour aller sur le bout de cette métaphore-là, s'il était né dans un monde, et c'est là le pouvoir des perceptions, s'il était né dans un monde où tous les gens étaient à 90% valides, mais lui qu'à 70%, il se serait senti être la personne la plus heureuse. Ouais. Par exemple, dans mon école de coaching, j'ai un jeune homme qui a, je ne me rappelle plus exactement, peut-être 21 ans ou 22 ans, à 18 ans, accident de moto. Et là, il a perdu l'usage de son corps, toute la partie en dessous du plexus solaire. Donc ça veut dire, par exemple, pour être plus concret, il a le tronc, qu'il n'a pas le tronc en entier. Parce que du coup, vu qu'il n'a pas les abdos, il ne peut pas faire ça. Donc, par exemple, récemment, il est rentré dans l'école de coaching, on l'a pas vu, il a essayé de fermer la porte, et vu qu'il n'a pas les abdos, la porte l'a embarqué, s'est retrouvé par terre. 21 ans, ça calme. Ouais, c'est clair. Et ce qui est drôle, et la raison pour laquelle d'ailleurs il a choisi cette école de coaching, travailler avec moi, c'est parce que je suis une des rares personnes où quand j'ai vu son handicap, je ne suis pas rentré dans « oh c'est horrible, oh c'est dur », mais plutôt qu'est-ce qu'on peut en faire pour toi, pour les gens que tu aimes et pour le monde. Et ça l'a beaucoup touché que je lui parle, pas comme une personne valide, mais comme je lui parle comme une personne qui a du pouvoir, qui a un potentiel, qui a quelque chose à en faire de cet événement. Et on en parlait au dernier module, et c'est pour ça que je parle de ça. Je disais, si Baptiste, il était né dans un monde où tout le monde était tétraplégique, en fait, il se sentirait super bien.
C'est là où tu te rends compte des pouvoirs des perceptions. C'est qu'effectivement, tu te compares à ce à quoi les autres ont accès et tu as l'impression d'avoir moins de chance. Mais on serait dans un monde où ce serait plus grave que ce qu'on a nous, on s'en tirait super bien. Maintenant, tu as raison, il n'a pas grandi avec ce que c'est lui dans le cas de Jean-Baptiste. Euh, il n'a pas grandi avec la sensation de ce que c'est d'être complètement valide. Donc le point de comparaison, du coup, il est. Alors justement, Ouais, c'est pas de la... Dans mon cas, par exemple, quand ouais. je parlais de lui, on va passer de la comparaison à l'inspiration. La comparaison, effectivement, c'est que je vais voir les avantages qu'a la personne, mais pas les inconvénients, et je vais voir mes inconvénients, mais pas mes avantages. Et ça, c'est l'ennemi numéro un derrière de la gratitude, et qui permet d'être dans l'ingratitude. L'ingratitude, c'est effectivement de voir ce que les autres ont que j'ai pas, et ce que moi j'ai pas que j'aimerais avoir. Là, on est dans l'inspiration, c'est de se dire, c'est comme dit Einstein, je vais m'appuyer sur les épaules de géants. Pour moi, c'est un géant, mais pas dans le sens que je le mets au-dessus, dans le sens que je peux m'appuyer sur lui, plus pour avoir un reflet dans ma propre vie. Moi, j'ai effectivement pas son handicap là, mais j'ai d'autres formes de handicap dans ma vie, d'autres formes de difficultés, et plus de me dire si je peux le faire, je peux le faire. Et là, on n'est plus dans la comparaison, on est dans, pour moi, l'inspiration. C'est-à-dire, c'est le moment où tu vois quelqu'un et tu te dis, waouh, j'ai vu une vidéo là récemment du TED, il y a 6 mois. Elle est tellement magique cette vidéo pour les femmes en plus qui cherchent des modèles de femmes inspirantes, magique. La vidéo elle doit s'appeler comment un marathon pour créer la paix, quelque chose comme ça. C'est une des vidéos les plus vues sur le TED, sous-titré en français d'ailleurs aussi. Cette femme-là, elle rêve de faire des marathons. Elle est au Liban, elle habite au Liban, qui est un pays où le marathon c'est un mot qu'ils ne connaissent même pas. Et elle se met à courir et elle va vers son marathon. Et un jour, elle sort, un bus qui sort et bam! Et là, elle se retrouve en incapacité de courir pour le reste de sa vie. Et depuis son lit d'hôpital, elle va, je trouve ça, rien que d'en parler, ça me met des frissons dans tout le corps. Je me dis, waouh, putain, il y a des gens comme ça qui existent. Et ces gens-là, ils m'inspirent énormément. Elle va avec son mari, depuis son lit d'hôpital, organiser le premier marathon de l'histoire dans son pays, qui est en guerre à ce moment-là, en guerre avec les pays qui sont aux alentours. Sortir progressivement du lit d'hôpital, arriver à rencontrer les présidents, les chefs d'État des pays qui sont en guerre, et organiser un marathon avec brassard blanc de peuples qui le reste du temps se tirent dessus Ouais. et les faire courir. Et elle va réussir à rassembler même d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le conflit et à donner envie à des coureurs du monde entier d'aller dans un pays où normalement ils ne voudraient pas y aller parce que c'est dangereux et de courir 40 km, je ne sais plus exactement C'est d'ailleurs, 42, ouais. c'est 42 km, 42 km dans un contexte où potentiellement il y a des balles un peu à droite à gauche, mais le message il est tellement fort et elle est tellement portée par réunir les gens, les rassembler autour du sport, autour de ce marathon, qu'elle va transformer son événement qu'on pourrait considérer comme traumatique en une opportunité pour elle, pour son mari, pour son pays et pour le monde. Et moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, putain, si elle peut le faire, je peux le faire. Ah, Et là, c'est plus de l'inspiration c'est ça, plus que de hein. la comparaison. Je me dis pas, ah ouais, mince, enfin, on n'est pas pareil. Je me dis plus, elle a transcendé. Et pour moi, on parlait de bonheur, donc on va rester sur le thème, mais on parle des fois d'acceptation. Ouais. Et je trouve que l'acceptation, c'est trop petit joueur. Mm. L'acceptation, c'est un peu, bon ben voilà, j'ai cette difficulté, je l'accepte. Pour moi, eux, ils n'acceptent pas. Ils sont dans la transformation. Ils sont dans embrasser. Ils sont dans transcender. C'est C'est-à-dire que évident. transcender, accepter, c'est bon, bah, c'est arrivé, c'était horrible, mais c'est fait. Là, c'est pas ça. Tu discutes avec des gens comme ça, tu leur dis, est-ce que tu regrettes d'avoir vécu ça? Ils te disent, Non. je sais pas. Au contraire, ah non, au contraire, moi, enfin, j'en ai interviewé aussi, il y en a plein qui m'ont dit, mais merci, en gros, merci d'avoir eu cet accident, parce que sans cet accident, je ne serais pas ce que je suis devenu Je serais pas aujourd'hui. ce qui je suis devenu, Ouais. j'aurais pas inspiré C'est toutes ça. ces personnes-là, et au Ouais. final, Mais du coup, on peut pas recommander aux personnes d'avoir un accident. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des petites difficultés dans notre vie. Mm. Et on peut, en revanche, appuyer sur des gens qui ont des accidents, ou des gens qui ont eu de maladies, ou des gens qui ont vécu des événements comme ça, pour s'enrichir de ces personnes-là. Et elles font un bout de chemin pour nous. Ouais, aller chercher une source d'inspiration, en gros. Et chercher une source d'inspiration, grandir grâce à leurs apprentissages. Et en fait, on a tendance à mettre une hiérarchie des difficultés, mais en réalité, on a tous nos plaisirs et nos souffrances dans notre vie. Et on a tous ce même pouvoir d'être un héros pour d'autres personnes. C'est clair. Ouais. Et j'adore dans les films d'ailleurs, ça n'existe pas un héros de film qui n'a pas une faiblesse.
C'est évident. Talon d'Achille, la kryptonite de Superman. Mhm. Et donc, on a vraiment le pouvoir de transformer comment on voit les événements de notre vie, pour revenir sur la première clé pour moi, et faire en sorte de les voir sous un angle où ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'inspiration, et je rentre dans une forme de délire. C'est ça que je trouve fascinant avec les croyances et la réalité. C'est-à-dire qu'Einstein, il dit une phrase que j'adore, il dit que il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui pensent dans la vie que tout est un miracle, et ceux qui pensent que dans la vie, rien n'est un miracle. En réalité, les deux ont raison. Sauf qu'il y en a juste qui sont plus heureux. Et je trouve que c'est brillantissime ce qu'il dit. C'est qu'au final, dire que tel événement dans ta vie, petit ou grand, il est la source de ton malheur, c'est vrai. Dire que cet événement, il peut être la source de ton bonheur pour toi et pour d'autres personnes, c'est vrai aussi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es heureux ou pas? Pas ce qui se passe, ce que tu en fais. Le choix que tu fais. Et il existe des centaines d'approches, de stratégies, d'outils qu'on pourrait lister, d'où les 180, que ce soit par la respiration qui modifie la chimie du corps, qui modifie nos perceptions immédiatement quand on respire mieux, quand on synchronise notre respiration. C'est dingue. Aujourd'hui, on sait, on peut savoir, juste en regardant comment quelqu'un respire, en fonction de est-ce qu'il inspire plus ou est-ce qu'il expire plus, on peut avoir une idée de quels sont les troubles dans sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui inspire plus qu'il n'expire va pas avoir les mêmes symptômes dans sa vie que quelqu'un qui expire plus ou qui l'inspire. C'est juste des exemples. Et c'est fascinant de se dire, tiens, mais on parlait tout à l'heure d'éducation, de donner ça au petit bout de chou dès le début, mais par exemple, apprendre à respirer de façon synchronisée, la cohérence cardiaque, transforme nos perceptions. Je suis fasciné de voir quand on est fatigué, à quel point nos perceptions elles sont pourries. C'est-à-dire que le truc que fait notre femme ou notre mari tous les jours, quand on est fatigué, ça nous saoule. Dans mes conférences, des fois, j'aime bien dire que quand je suis fatigué euh, et que je prends le métro, c'est comme si les personnes autour de moi, j'ai l'impression qu'elles puent plus. Et c'est fou comment notre énergie intérieure détermine nos perceptions et nos perceptions déterminent comment on se sent. Pour donner un exemple de perception, j'ai une dame qui arrive en coaching, 45-50 ans, elle me dit « Ah, c'est horrible, j'ai perdu mon iPhone, il s'est cassé, il y a eu ça qui s'est passé, ça qui s'est passé. » Un ensemble de faits qui font qu'elle se sent mal. Et comment elle fait pour se sentir mal au niveau neurologique? Elle fait très simplement, elle se concentre sur ce qu'elle perd et elle voit plus de pertes que de gains. Très simple. Et là, je lui dis, tiens, j'ai une petite question. T'as des enfants? Elle me dit, oui, j'ai une fille. Je dis, tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Tiens, j'ai une petite question. Si je tuais ta fille, là, donc elle ne s'attendait pas à que je lui dise ça en coaching individuel. Je tue ta fille, et là, voilà, je viens de t'annoncer, ta fille est morte. Comment tu te sens? Elle me dit, ça serait horrible. Je dis, ben, imagine, ça fait un an, voilà, un an, t'as plus ta fille. Imagine que maintenant, ça fait un an qui vient de s'écouler, et je t'annonce une bonne nouvelle. En fait, c'était une blague. Ta fille, elle est en pleine santé, elle est vivante. Comment tu te sens? Et là, je le fais en cours, mais en coaching, j'ai pris le temps de lui faire sentir ça. Elle s'est mise à avoir des larmes qui coulaient sur son visage. Je lui dis, mais comment tu te sens là? Tu viens de récupérer ta fille. Je lui dis, est-ce que c'est un beau jour, un jour moyen, un super jour? Je lui dis, ce serait le plus beau jour de ma vie. Je lui dis, ton iPhone, là, il te saoule toujours? Elle dit, non, je m'en fous. Je lui dis, j'ai une bonne nouvelle. Ta fille, tu l'as. Et il y a un principe qui est fascinant au niveau neurologique, c'est que tu veux créer le bonheur d'une personne en façon instantanée. Tu lui fais imaginer qu'elle perd ce qu'elle a déjà. Et tu lui fais imaginer qu'elle la retrouve. Ouais, c'est les mécanismes cérébraux, quoi. Cérébraux. C'est-à-dire que tu crois que tu perds quelque chose que tu aimes et tu réalises que tu viens de le récupérer, tu te sens bien. Bah, tu vois, pour moi, les perceptions, et tu le dis là justement, c'est intimement lié aussi à notre éducation et justement la perception de notre environnement, quoi, en gros. Et si on accompagnait au mieux les enfants, bah, justement, pour avoir une perception peut-être beaucoup plus juste de ce qui les entoure et surtout d'eux, je pense qu'on résoudrait quand même pas mal de choses, quoi. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est un de un autre héros. Il s'appelle Dr. John DeMartini, il est vraiment brillantissime. Il a lu peut-être entre 10 000 et 15 000 livres. Il est spécialisé en cosmologie, sciences, l'étude des religions, enfin la médecine. C'est assez incroyable le spectre de connaissances qu'il a. Il a lu toutes les mémoires de Gandhi, d'Einstein, d'Aristote, enfin bref, c'est une machine. Un peu autiste sur les bords, Ah oui. mais fascinant en tout cas. Et d'avoir la chance de le rencontrer plusieurs fois, de discuter avec lui, parce qu'il m'a fait vraiment énormément grandir et aller au-delà de ce qu'on pourrait appeler la pensée positive, qui est très, très polarisée et très binaire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie loi d'équilibre dans la vie qui est que on l'apprend en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On l'apprend en mécanique, quand tu as une force qui est opposée.
on l'apprend de partout. Et quand on regarde au niveau micro et macro dans l'univers, il y a autant de galaxies créées que de galaxies détruites, de planètes créées que de planètes détruites. En fait, il y a création et destruction à chaque instant au même degré. Et quelque chose qui est vraiment incroyable à comprendre et qui change ma vie, moi, au quotidien, qui change la vie de gens que j'accompagne. C'est on parlait de notion de réalité. Euh, Tu prends 100 personnes qui vivent le même événement, le même jour, et tu leur demandes de décrire ce qu'ils ont vécu, ils auront 100 réalités différentes. Donc ça pose la question de c'est quoi la réalité en fait. Et pour faire simple, on va imaginer qu'il existe une vraie réalité et que nous on n'a que des portions. On va l'appeler l'actualité. Donc l'actualité ce serait la vraie réalité et nous on a des portions de cette réalité qu'on va appeler la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que via nos cinq sens, on est programmé via nos cinq sens par toujours percevoir plus de quelque chose que d'une autre. On perçoit plus de pertes ou plus de gains. Et nos émotions sont influencées immédiatement par la perception de gains ou de pertes. Mais ce n'est pas parce que je perçois plus de gains ou plus de pertes que dans l'actualité, il y a plus de gains et plus de pertes, parce que toujours tout est tout équilibré. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu réalises au final que échec et réussite sont une paire qui vont ensemble, tu ne peux pas échouer sans que l'échec donne une réussite, tu ne peux pas réussir sans que la réussite soit le fruit d'un échec et le début d'un prochain échec. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a dans notre vie sont en réalité la conséquence de réussite. Tu ne peux pas être trompé par ta femme si tu n'as pas réussi à être en couple. Tu ne peux pas perdre 100 000 euros si déjà tu n'as pas réussi à les générer. Donc tous les problèmes qu'on a sont en fait la conséquence de chances qu'on a auparavant. C'est assez incroyable de réaliser ça en réalité. Et ce que j'ai vraiment compris en faisant ce travail-là, c'est qu'au final, à chaque fois que je crois perdre, ça transforme mes émotions. Par exemple, la peur, c'est quoi? J'ai une perception erronée de ma réalité, c'est-à-dire je projette dans le futur que je vais perdre quelque chose qui est important pour moi. Mais en fait, quand je réalise que c'est pas parce que mes yeux perçoivent ça que c'est réellement ce qui va se passer et que j'arrive à équilibrer mes perceptions de me dire, ok, même si je perds, où est-ce que je gagne? Parce que forcément, je gagne un aspect. Sauf qu'on se comporte comme des aveugles. Un aveugle, si tu lui dis pas que les couleurs elles existent, il va te dire ça n'existe pas parce qu'il ne les voit pas. Et nous, sous prétexte qu'on ne voit pas en quoi les choses peuvent être géniales, même quand on ne veut pas les vivre, eh ben on dit qu'elles ne le sont pas. C'est ce que je dis, ouais. Et c'est fascinant d'apprendre à voir en quoi finalement, quoi qui peut se passer, quoi qui s'est passé, quoi qui se passe, quoi qui se passera, peu importe ce qui se passe, il y a toujours une polarité, avantage, inconvénient, plaisir, souffrance et il y a un équilibre. Dans l'autre sens, c'est aussi très intéressant par rapport à nos fantasmes. Parce que c'est quoi un fantasme? C'est qu'on perçoit plus de gains que de pertes. C'est-à-dire, j'ai le fantasme, quand je dis j'ai, c'est pas moi, hein, j'ai le fantasme que quand j'aurai ma Ferrari, je serai enfin heureux. Et en fait, ce fantasme, il crée une illusion. L'illusion qu'il y aura plus d'avantages que d'inconvénients vers la Ferrari. Parce que je ne vois pas encore tous les inconvénients que ça représente d'avoir une Ferrari dans ma vie. Et l'inconvénient des fantasmes, c'est que soit, tant que tu ne les as pas vécus, ça crée une forme d'impatience, que tu te dis, l'impatience c'est quoi? C'est l'illusion qu'après ça sera mieux. Soit ça crée de l'impatience, ou alors tu arrives à réaliser ton fantasme, et là c'est presque pire. Parce que d'un coup, tu réalises que le truc dont tu t'es dit que pendant 10 ans, ça te permettrait d'être enfin heureux, une fois que tu l'as, c'est pas si bien que ça. Et l'intérêt de réduire ces fantasmes, c'est-à-dire de se dire, tiens, je fantasme de ça, c'est quoi l'inconvénient de réaliser ce fantasme-là? Ça permet beaucoup plus de t'équilibrer, c'est pour ça que je parle de ça, de revenir à ce point d'équilibre et de te rendre compte que la seule chose qui compte, c'est pas gagner ou perdre, ou de vouloir plus gagner mais pas perdre. La seule chose qui compte, et c'est ça qui est incroyable, c'est que et je suis fasciné par ce truc-là, quand une personne, tu l'aides à équilibrer ses perceptions, c'est-à-dire qu'elle voit en quoi tout ce qui s'est passé dans sa vie, tout ce qui se passe, tout ce qui se passera dans sa vie, est absolument équilibré, immédiatement, son système nerveux se calme, le mental se calme, l'énergie du cœur commence à s'installer dans son corps et la gratitude s'ouvre. Pas une gratitude conceptuelle où la personne dit j'ai de la chance, un sentiment qu'on peut avoir avec la naissance de nos enfants, où quelqu'un nous dit je t'aime, ou quelqu'un nous touche, ou les astronautes quand ils partent dans l'espace, ils regardent la Terre et ils appellent ça mince, j'ai perdu le terme, c'est overall effect, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, Ils sont dépassés par de l'amour, parce qu'ils réalisent waouh, c'est chez moi 7 milliards de frères et sœurs. Quand on touche cet espace-là de gratitude, ce qui est vraiment magique, c'est qu'on est connecté au cœur. Et ce qui est intéressant entre le mental et le cœur, c'est que notre cœur, lui, il ne répond pas à l'illusion du gain et de la perte. Il répond qu'à une seule chose, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et potentiellement, ce qui est juste pour moi, c'est aller vivre des choses qui vont créer plaisir et souffrance. Un projet professionnel, un vrai projet professionnel dans lequel tu tombes amoureux,
il crée plaisir et souffrance. Il crée challenge et soutien. Il crée les deux au même degré. Qu'est-ce que tu mets comme définition derrière souffrance? Souffrance, c'est une Ouais. sensation physique. Ah oui, carrément, d'accord. Ok, Et plaisir, c'est une sensation physique. C'est de la chimie. d'accord. C'est-à-dire tu passes par des phases de... tu as l'impression d'être aidé, tu as l'impression d'être challengé. Un bon exemple, si on va revenir sur le projet pro, le Mm. couple. Mm. Tu sais que vraiment tu es avec la bonne personne quand, lorsqu'elle te fait chier, tu restes. Ouais, Parce bah que oui. tu te rends compte que le vrai amour, Einstein il parle de l'amour comme la synthèse et la synchronicité des opposés. Et contrairement à l'amour comme c'est présenté dans la société, c'est présenté que sur une seule polarité qui est le côté agréable de l'amour. Mais le vrai amour, c'est que tu es en train de voir que ce que tu aimes chez ta femme qui est agréable t'aide, mais que ce que tu n'aimes pas chez ta femme t'aide aussi. Et c'est pour ça que je parle de ton projet pro. Avec le projet pro, le vrai projet pro, c'est le projet où même quand c'est difficile, même quand tu as peur, même quand c'est dur, tu continues parce que ton cœur il te dit c'est juste pour toi. C'est ça la souffrance dont tu parles? C'est ça la souffrance dont je parle. D'accord, ok. C'est-à-dire ça va créer des nouvelles difficultés et des nouveaux challenges. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, je trouve ça marrant, c'est que la vie est généreuse avec nous, elle nous apporte notre lot de difficultés, nos lots de challenges. Et comme dit Einstein, un problème c'est juste une opportunité à grandir, Mhm. c'est juste un problème à résoudre en fait. Et que dès que je résous ce problème-là, en fait, j'ai un état de gratitude qui arrive tout de suite. C'est-à-dire que je réalise que le problème n'est pas un problème, mais juste une opportunité pour moi à grandir. C'est-à-dire que ma perception, elle est équilibrée. Et à ce moment-là, c'est comme si je faisais un saut de conscience. Et je me mets à générer des nouvelles opportunités. Et donc, au passage, créer des nouveaux problèmes. Ouais, Et c'est ce que c'est interminable. Et c'est ça qui est magique avec le système nerveux, c'est qu'il est voué à grandir et évoluer, en fait. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas nous finalement qui créons tout ça? En fait, Est-ce qu'on n'est pas le créateur finalement de nos malheurs et de nos bonheurs? tu, je crois que on crée notre vie. C'est une façon de répondre à ta question. Je crois aussi que on crée nos perceptions. Et donc, ça répond sous un autre angle à ta question. Mhm. Maintenant, pour moi, on est en co-création avec cette humanité c'est comme une énorme fourmilière. Donc, je suis responsable de comment je vis les choses. Maintenant, je fais aussi partie d'un système qui me dépasse. Et moi, je vois un vrai sens au fait qu'on ait souffrance et plaisir. C'est-à-dire que j'ai complètement lâché dans ma vie mon attachement à un monde de bonheur sans malheur. Je n'y crois pas en fait. Ok. Parce que au niveau neurologique, le système nerveux est au top de la croissance quand il est à la frontière entre le chaos et l'ordre. C'est-à-dire que il est en train d'être soutenu et challengé. Et c'est une loi que tu retrouves partout, c'est que tu as besoin de soutien, de challenge. On parlait d'enfant. Un enfant, tu lui donnes trop de liberté. Au final, il va avoir des difficultés à sentir ce qui est possible ou non pour lui, parce il va manquer de cadre dans sa vie. À l'inverse, donc là, tu lui donnes trop de soutien. Tu donnes trop de cadre, il va aussi être limité dans sa vie. Le top pour l'enfant, c'est qu'il ait un équilibre entre soutien et challenge. Une maman qui dit à son fils, mon chéri, non, tu n'auras pas une troisième glace. Dans la tête de l'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est de la souffrance. Il dit, et tu demandes à l'enfant, qu'est-ce que tu penses de ta mère? Il va dire, ma maman, c'est pas une bonne maman. Parce que dans sa perception, à lui, à ce moment-là, il voit plus de souffrance que de plaisir. La mère, quand elle le fait par amour. C'est-à-dire qu'elle est prête à faire souffrir pour faire grandir. Et c'est ça, quand je parle d'équilibre, c'est que je cherche beaucoup moins aujourd'hui dans ma vie vivre que malheur, que bonheur sans malheur. Je cherche beaucoup plus à aller vers ce qui est juste pour moi. Avant, j'arrivais pas dans mon couple parce que j'avais l'illusion de croire que je pourrais avoir un couple qui est que heureux, que plaisir, que soutien, que facilité. Je me suis jamais senti aussi bien, pour ça je parle de bien-être, aussi bien dans mon couple que depuis que j'ai réalisé que les phases de difficulté dans mon couple sont autant nécessaires que les phases agréables de mon couple. Je me suis jamais aussi senti bien dans mon entreprise que depuis que j'ai réalisé que toutes les difficultés que mon entreprise me fait vivre sont en réalité que des opportunités à ouvrir plus mon cœur, à aimer plus, faire plus confiance, à servir plus, à aider plus. Avant, parce que j'ai été éduqué à la pensée positive et à vouloir être trop positif, j'étais au final je dis ça souvent dans mes conférences, un positif dépressif en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement addict et 80% de mes clients qui ont lu beaucoup de développement personnel au final vivent ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement addicts à vouloir être des gens positifs, positifs, positifs.
que la réalité du cerveau, c'est quoi? C'est que tu as des pensées qui te dépassent de plainte, tu as des pensées de comparaison. Et du coup, en voulant être plus positif qu'avant, tu te mets à t'en vouloir plus qu'avant. Au moins avant, tu avais des pensées pourries, mais tu te disais rien. Avec trop d'excès de pensées positives, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à culpabiliser de pas être l'illusion et le cliché du mec qui est positif. Moi, ça a changé ma vie depuis que je vais beaucoup plus vers chercher à être dans un loi d'équilibre. C'est-à-dire que je m'intéresse pas à la question de est-ce que je suis heureux ou pas heureux, parce qu'en fait, je vis les deux tout le temps dans ma vie, quoi qu'il se passe. Je m'intéresse beaucoup plus à finalement, est-ce que j'avance vers une vie qui m'inspire plus? Est-ce que je me sens un peu plus fier de moi que l'année dernière? Est-ce que je m'honore un peu plus que l'année dernière? Est-ce que je suis plus vrai avec les autres que l'année dernière? Est-ce que je fais plus preuve de leadership, c'est-à-dire oser vivre la vie qui m'inspire plutôt que de correspondre à une norme sociale et me subordonner à l'illusion de la société, de mes parents, de ma famille, d'Hollywood? Et donc ce serait ça finalement le mot bonheur, mais c'est pour ça que c'est complexe pour moi de te répondre. Parce que avant je cherchais de vivre que le bonheur sans malheur. Et j'ai jamais été, c'est paradoxal, aussi heureux que depuis que je ne cherche plus à être que dans le bonheur ou plus dans le malheur. Mais plus prendre ce que la vie elle me donne, arriver à le voir comme un cadeau, apprendre de ça, avancer, et me dire que des fois quand je comprends pas pourquoi c'est challengeant et difficile, la vie elle-même, elle est généreuse. Des fois dans mes conférences, je dis aux gens, les gens qui vous challengent dans votre vie, vous renommez leur nom par entraînement. Alors, tu mets maman, entraînement, ou boss, entraînement. Ouais. Parce que, surtout dans le développement personnel, il y a et j'ai vraiment, quand je parle de ça, c'est encore une fois, j'ai pendant des années été beaucoup dans ça. Une addiction au confort, en fait. Les gens associent trop facilement bonheur et confort. C'est quoi le confort? Alors, ce serait complexe de décrire le mot confort autrement que par confort. Euh, C'est le confort matériel, c'est le non, non, confort... c'est tellement fascinant les mots, hein. Quand je parle de confort, c'est que c'est l'addiction à quelque chose de facile. Euh, Ouais, ne pas aller chercher la difficulté. Par exemple, voilà, une addiction au confort, c'est croire que être en couple va être qu'agréable. Par exemple, la cause numéro un qui fait que les personnes que j'accompagne des fois attirent pas la bonne personne dans leur vie, c'est leur addiction à une illusion de ce que c'est le couple. Ils imaginent tellement que le couple idéal, hein, n'est un couple qu'avec des moments agréables. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent en couple, ils vivent l'opposé, et vu qu'ils vivent l'opposé, ils se disent mince, je suis pas que la bonne personne. Quand tu réalises que même ce que t'aimes pas chez la personne te fait grandir, d'un coup, ta vie passe à un autre niveau. Alors maintenant, pour préciser ce que les gens vont dire, mais du coup, tu peux te mettre avec n'importe qui. C'est pas ce que je dis. Parce que je pense vraiment que dans ton cœur, il sait exactement la bonne paire d'avantages et d'inconvénients qui te correspond. Pour illustrer ça, si demain je me mets avec une femme qui pue, se lave pas, rote 42 fois par jour, pète, prend pas soin d'elle, il y aura certainement des avantages. J'aurai de quoi apprendre. Il y aura certainement des talents à développer pour vivre avec elle. Maintenant, les inconvénients que ça me ferait vivre sont pas en accord avec mes aspirations les plus profondes. En revanche, ma copine, par exemple, ma chérie, me challenge sur des aspects de ma vie où si je suis honnête avec moi-même, ça correspond à l'homme que je veux devenir. Et donc, elle appuie sur des boutons sensibles chez moi, mais si je suis honnête avec moi, elle appuie au bon endroit. Mon entreprise, par exemple, vient appuyer sur des endroits où c'est parfait. Par exemple, pour prendre un exemple concret, YouTube. On vient de passer les 19 millions de vues. Ça fait beaucoup de commentaires sur YouTube. Et ça fait sur 19 millions de vues des commentaires qui sont parfois très agressifs. Mon premier commentaire sur YouTube, c'était David, tu mérites pas de vivre. Ce qui est drôle pour quelqu'un qui avait envie de se suicider, je trouve. La résonance qu'il y a eu. Mais encore une fois, c'est parfait. Ça, c'est un inconfort qui est utile pour moi par rapport à l'homme que je veux devenir, qui est un homme qui finalement, vu le peu d'estime de moi que j'avais à l'époque, mon plus grand rêve dans ma vie, c'est de finir les derniers jours de ma vie, d'avoir tellement d'amour pour moi-même, tellement d'amour pour l'humanité. Donc avoir des gens régulièrement qui m'insultent, c'est parfait pour l'homme que je veux devenir. Donc c'est une souffrance nécessaire, comme dirait Steve Jobs. Le patient en a besoin
pour devenir qui il a besoin de devenir. Et voilà, c'est pour ça que c'est subtil, cette notion-là, mais moi, elle change ma vie, elle change la vie des personnes que j'accompagne. Bah ouais, mais disons que tu as aussi un petit train d'avance sur une grosse partie de la population. Moi, je me mets dedans, pas dans la population, mais comme toi, dans le sens où on a trouvé notre voie. C'est-à-dire qu'on a réussi à déceler à un moment donné dans notre parcours de vie, peu importe de là où on est parti, un don. On a su déceler notre don, on a réussi à le mettre à contribution pour ce que j'appelle moi le bien commun. Et ça, c'est un vrai gain dans une vie, quoi. Et je vais revenir encore à l'éducation parce que je pense que si on accompagnait donc les enfants à se révéler de ce que j'appelle moi leur excellence, on peut appeler ça un don, un génie, tout ce que tu veux, bah, je pense que on gagnerait aussi pareil beaucoup de temps dans notre vie parce que bah, voilà, on intégrerait une société où finalement on n'a quand même pas trop le choix, on est obligé de gagner de l'argent, donc d'avoir une activité économique, peu importe ce que c'est, mais au moins tu pourrais mettre ton don et ton talent pour générer une activité économique à contribution pour un bien commun. Et donc, dans ton discours, moi, ce que je décèle, c'est que toi, tu as trouvé ton chemin, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ton don, et donc tu le mets à contribution. Et c'est quand même pas le cas de peut-être 70-80% de la population. Ça fait partie des points, hein, tu vois, dans les 5 que je voulais aborder. Oser vivre une vie qui t'inspire, pour moi, c'est une dimension qui est indissociable du bonheur et du bien-être. Puisque tu peux avoir une bonne respiration, prendre soin de ton alimentation, savoir gérer plein d'outils et stratégies pour être bien. Mais si au quotidien, la vie que tu t'es créée, elle t'inspire pas, tu as des amis autour de toi qui te correspondent pas, tu t'habilles pas de la façon qui t'inspire, tu t'es pas toi-même, tu as un projet professionnel qui t'épanouit pas, mais c'est comme si tu avais, je sais pas, c'est comme si tu avais un récipient d'un liquide qui te correspond pas et tu mettais 3 gouttes d'eau un peu mieux. Il y a une telle masse, une telle inertie de choses qui te correspondent pas que forcément c'est difficile d'être heureux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mon message le plus fort dans ce que je fais, c'est de oser vivre une vie sur mesure. Et c'est quoi le bonheur pour moi? C'est oser vivre une vie sur mesure en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein, pour être plus précis peut-être dans ce que moi je voudrais exprimer, je sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé leur voie et des gens qui n'ont pas trouvé leur voie. Je dirais que ce serait trop polarisé pour moi de dire ça. Je dirais qu'il y a une nuance comme une échelle de 1 à 10 on va dire. Et que tu as des personnes qui ont plus trouvé que d'autres. Je pense que Martin Luther King, il avait plus trouvé que d'autres, mais il n'avait pas totalement trouvé. Je pense que chaque année, je découvre un peu plus quelle est ma voie. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui se mettent beaucoup de pression avec leur voix. C'est tellement binaire, c'est soit je l'ai, soit je l'ai pas. Et c'est pour apporter un peu de douceur là-dedans que la clé, c'est pas de la trouver. La clé, c'est de la trouver un peu plus que l'année dernière. Et une fois que tu l'as trouvé un peu plus que l'année dernière, d'avoir un peu plus le courage chaque année d'y aller. Parce que quand j'accompagne les personnes en coaching individuel, j'aime bien dire souvent sur scène que les gens que j'accompagne sont des menteurs. Mais ils ne me mentent pas à moi, ils se mentent à eux-mêmes. Combien de fois en coaching la personne me dit je connais pas ma voix et je la regarde droit dans les yeux et je lui dis je ne te crois pas, c'est faux. Combien de fois parce que j'ai plus de certitude qu'au fond elle le sait, que sa certitude à elle qu'elle ne sait pas. Combien de fois juste parce que je lui dis j'en suis sûr, elle se met à avoir des larmes qui coulent son visage et me confier des choses que elle-même elle veut pas se dire à elle-même. Je pense que bien sûr, on a plus ou moins entendu, et c'est plus ou moins facile dans notre vie de savoir. Mais je pense que si on est observateur, depuis notre enfance, la vie, elle nous parle. C'est incroyable. Pourquoi un enfant, il est inspiré par tel héros et pas un autre? Et quand tu discutes avec un enfant, même si 10 enfants ont le même héros, c'est pas pour les mêmes raisons. Pourquoi il y a des films qui nous touchent plus que d'autres? Pourquoi il y a des films, tu peux le voir 32 fois, tu connais par cœur la phrase. À chaque fois que tu regardes cette phrase-là, ça te met des frissons ou ça te met des larmes. Je pense que c'est le concept des larmes d'inspiration. On est dans une société, en particulier occidentale, en particulier en France, où c'est la honte d'avoir des larmes. Il faut vite les essuyer. Alors qu'on sait au niveau des sciences aujourd'hui que la composition d'une larme d'inspiration n'est pas la même qu'une larme de tristesse. Et que les larmes d'inspiration, c'est un des plus beaux outils que la vie elle est créée pour l'homme, pour savoir si tu es en train d'aller vers la bonne direction. Et que quand tu es touché, alors je prends les larmes d'inspiration, c'est la forme une des formes les plus puissantes. Les formes intermédiaires, ça peut être de la chaleur, picotement, frisson, des sensations dans le corps, des fois c'est dans le ventre. Mais généralement, quand tu es au summum de ça se matérialise au final par quelque chose qui te dépasse et qui va jusqu'aux yeux. Et en fait, on a tous eu ça.
Et quand tu prends le temps, et c'est un des plus beaux cadeaux que je me sois offert, de lister, tiens, tous les moments dans ma vie où j'ai eu des larmes d'inspiration. Et même si je vois pas le rapport au début, je comprends pas Gladiator, ce film-là. Combien de fois j'ai été touché par ce film-là? Combien de fois j'ai pu juste voir 3 minutes et passer des années à ne pas comprendre. Aujourd'hui, je comprends. Mais les gens, ils veulent comprendre avant de mettre d'abord l'exercice de regarder. Mm. C'est après que tu comprends. Aujourd'hui, je comprends parce que j'ai commencé à connecter avec d'autres. J'ai compris, ah tiens, Gladiator m'inspire pour ça, Martin Luther King m'inspire pour ça. Et je commence à connecter les points. Mais pourquoi je connecte les points? Parce que j'y mets du temps et je regarde. Je me rends compte que Martin Luther King, au final, m'inspire pour une chose principale. C'est cette phrase qui dit que tant que tu n'as pas trouvé ce pourquoi tu es prêt à mourir, tu n'as pas trouvé ta mission de vie. Elle est trash cette phrase, mais elle me touche. Comme par hasard, ce qui me touche dans le film Gladiator, c'est que il est prêt à mettre sa vie en danger pour accomplir sa mission en fait. Il y a des phrases de Gladiator que j'adore. Mes actes résonnent dans l'éternité. Le fait que ça va au-delà de sa vie, il a une vibration plus grande que lui, plus grande que sa vie à lui. Le fait qu'ils disent à un moment donné dans le film, on ne choisit pas comment on va mourir, mais on choisit comment on va à sa rencontre. Et pareil, c'est quelque chose qui me touche beaucoup de me dire, c'est fait, effectivement, je ne peux pas choisir quand et comment je vais mourir, mais je peux choisir qui aujourd'hui j'ai envie d'être pour le dernier jour de ma vie. Et dans ma vie aujourd'hui, le dernier jour de ma vie a une grosse place. Je fais beaucoup de choses par rapport au dernier jour de ma vie. Je fais beaucoup de choses pour être fier de moi au dernier jour de ma vie. Ça oriente mes décisions. Comme par hasard, Dr. John de Martini, il raconte cet événement où il est dans une prison en tant qu'intervenant, et dans une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Et ça me touche, j'ai envie d'en parler parce que ça me touche parce que ça correspond à ce que moi j'ai à faire dans ce monde. À un moment donné, son cœur lui dit, telle personne dans cette salle, tu peux la servir. Son mental lui dit, attention, c'est la prison la plus dangereuse des États-Unis. Tu risques ta vie, sachant ils sont pas enchaînés en fait. Okay. Et là, il va décider de traverser la barrière de sécurité, aller en plein milieu de la salle et se retrouver entouré des 400 prisonniers. Ça va activer une alerte de sécurité en se disant il est complètement fou. Mais ça me touche parce qu'à ce moment-là, il est prêt à mourir pour accomplir son projet. Et plus j'observe ça, plus je me rends compte que depuis mon enfance, c'est un exemple que j'ai pris, j'en ai d'autres, on se rend compte qu'en réalité, la vie, elle nous parle via des professeurs qui nous ont touchés plus que d'autres, via des entraîneurs qui nous ont touchés plus que d'autres, via des héros imaginaires qui nous ont touchés plus que d'autres, via des rencontres, des lectures. Et quand tu prends le temps de toutes les regarder et que tu regardes les points communs et que tu les regardes tous les jours, moi je mets au défi, sincèrement, hein, je mets au défi quelqu'un qui me dit je ne connais pas ma voix, matin, midi, soir, de regarder au moins une chose de quelqu'un qui l'inspire pendant 1 an. Et une fois qu'il regarde ça, de se demander, sans attendre de réponse, une fois qu'il a pris la décharge d'inspiration, qu'est-ce que j'ai à faire moi aussi dans cette vie? Sans attendre de réponse, juste poser la question. Pendant 1 an, je mets au défi cette personne, qu'un an après, elle n'ait pas eu des débuts de réponse très importants. Maintenant, si elle veut faire le défi du dessus, à chaque fois qu'elle entend un bout de réponse, elle ose tester quelque chose, prendre son téléphone, appeler un inconnu, peu importe la peur. Tout le monde peut connaître sa voix, c'est juste que le courage, j'aime bien la notion de courage, parce que la courage, c'est plus que de la confiance. La courage, ça demande d'agir malgré la peur. Et on est tous courageux en réalité. Quand tu appuies au bon endroit chez les êtres humains, ils sont tous courageux. Des gens ils me disent non, moi je suis peureux. Je dis s'il s'agissait de la vie de tes enfants, est-ce que tu serais courageux? Ah ben là, il n'y a pas de question. On a tous un levier, un truc qui nous donne envie de nous dépasser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est cette phrase de Marianne Williamson, ils ont peur de leur pouvoir en fait. Ils ont peur de leur force. Donc c'est clair, on a plus ou moins trouvé notre voie. Mais je dirais que la bonne question à se poser là, c'est comment je peux la trouver un peu plus que l'année dernière. Et d'avoir le courage de changer des choses à son rythme. Encore une fois, chaos et ordre, on n'a pas le même rythme. Et des gens, ils peuvent digérer plus de chaos que d'autres. Ouais, c'est évident. Tu mets le doigt quand même sur une chose, hein, tu parles de temps. Je crois que le bonheur, c'est aussi de se donner du temps. Et on est clairement dans une société qui nous coupe de notre temps, et donc autrement dit de notre liberté. Et donc, c'est très compliqué de prendre du recul comme on devrait le faire, comme tu le soulignes, pour s'occuper de soi, pour faire une introspection, etc. Parce que le conditionnement, il est très très fort.
Et donc, moi, je réfléchis toujours pour la masse de la population pour qui bah, c'est forcément compliqué. Toi, à un moment donné, ça arrivé dans ta vie, tu as réussi à prendre du recul pour tes raisons qui sont personnelles, mais quand on réagit de manière massive, on se rend compte que c'est très compliqué quand même de sortir de ce conditionnement et de, ouais, de s'observer, de voir déjà au moins comment la société elle tourne, de ne pas être pris comme un mouton dans la société. Je suis d'accord que c'est très compliqué. Et ce que j'aime répondre aux personnes qui me disent des fois ça, pas des personnes comme toi, des personnes qui se sentent concernées par la complication, j'aime leur demander euh, et est-ce que c'est facile de ne pas t'honorer? C'est compliqué de changer sa vie, mais c'est aussi compliqué de ne pas la changer et de payer le prix de te comporter en subordination de ce que tu as appris de ta famille, ta société, de ta religion, d'Hollywood. Donc les deux sont compliqués en réalité. Bah ouais. Maintenant, c'est sûr, ça demande un acte d'amour envers soi, de se dire, je vais lâcher progressivement les conditionnements que j'ai installés dans ma tête. C'est parti d'ailleurs un de mes 5 points, c'était le conditionnement. C'est-à-dire que tu peux avoir les pratiques à court terme qui t'aident à être bien. On sait aujourd'hui que 95% des pensées qu'on a eues aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Ça veut dire que nous sommes des êtres d'habitude et d'automatisme. Et il y a un vrai sens à ça, parce que s'il n'y avait pas ça, le matin, on aurait envie de réinventer le français. Donc il y a un sens au fait qu'on capitalise sur des acquis pour les réutiliser. Et on a 5% de pensées qui sont différentes. Sauf que si ces 5% de pensées, je prends pas de pouvoir dessus, eh ben ça veut dire que de base, on est quand même programmé, mis à part physiologiquement, à ressembler à ce qu'on était hier. Et c'est sûr que si ça fait quelqu'un que ça fait 20 ans, qu'elle est avec des amis, des fois sur scène, je prends l'analogie du pot Nivea, mais de pu. C'est-à-dire que je rigole en jouant à un sketch de personnes qui, entre amis, s'échangent leurs problèmes et s'étalent leur pu sur, euh, chacun sur les autres. Effectivement, ça fait 20 ans que je m'honore pas dans mon alimentation, que je côtoie des gens pour qui c'est la norme d'être frustré, de se plaindre, de voir ce qui marche pas, ce qui avance pas, que j'ai grandi avec ça. Effectivement, j'ai eu des chances d'être programmé quelque part à pas être heureux. Et c'est sûr que les premiers temps, bah, c'est comme passer de droitier à gaucher. Ça demande une vraie conscience de passer de cet automatique. On parlait tout à l'heure avant l'interview d'être inconsciemment incompétent, de passer de consciemment compétent, progressivement changer ses pensées, changer ses habitudes, changer comment je respire. C'est un chemin, mais c'est un acte d'amour envers soi en fait. Et des fois, quand j'ai des personnes qui ont du mal à entendre ça, parce que la réalité pas très sexy, c'est que quand la douleur elle est suffisamment grande, les gens échangent. Et encore hier, je disais, mais combien de fois j'ai des gens qui sont venus me parler, parce qu'ils ont vu une ou deux vidéos, mais ils l'ont regardé un peu de très loin, comme ça c'est loin. Ils m'ont dit, ouais, je verrai plus tard, je m'intéresserai plus tard. Combien de fois j'ai eu des gens comme ça qui m'ont dit, on verra plus tard, et que j'ai revu 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Je dis, mais qu'est-ce qui te fait venir? Ben, j'ai un cancer, j'ai perdu quelqu'un, je viens de faire faillite, je viens d'être licencié. Et à chaque fois, je me dis, merde, pourquoi, pourquoi on doit attendre de vivre des événements comme ça pour effectivement mettre de la valeur sur sa vie? C'est ça qui est fascinant avec le cerveau, c'est qu'on est capable de projeter une réalité dans le futur et en même temps, elle peut nous aider. Le fait de se dire, ah ouais, mince, je j'ai pas envie d'avoir cette vie-là peut m'aider aujourd'hui à ne pas attendre de vivre ça pour commencer à bouger. T'as l'air de te passionner du cerveau. Bah, je suis passionné d'être humain en fait surtout. Ok. J'essaie de... C'est pour ça que j'aime vraiment dire aux personnes qui vivent des difficultés. J'ai grandi en voulant me suicider, je l'ai pas fait, hein, et j'ai pas tenté. Je suis pas allé jusqu'à ce stade-là. Euh, J'avais du mal à comprendre le monde. Que je le disais en rigolant hier soir, je disais que à mes 15 ans, quand j'entendais parler des gens, quand j'entendais des salariés parler, j'entendais comment tu vas? Ben, comme un lundi. Ou alors vivement le week-end. Bon Ou courage. bon courage, vivement la retraite. Quand tu as 15 ans et que tu entends vivement la retraite, tu dis oulala, mais c'est quoi cette vie-là? Je comprenais vraiment pas le monde dans lequel j'étais. J'avais beaucoup de mal avec les relations sociales, à parler en public, ne serait-ce que dire une blague, c'était la pire chose qu'on pouvait me demander. Tellement j'avais honte de moi-même. Et le cadeau de tout ça, c'est que cette douleur-là, elle a créé un énorme vide chez moi, insatiable aujourd'hui, à comprendre l'être humain, à comprendre comment on fait pour aider une personne
à transformer. Et c'est pour ça que avant, quand j'avais 15 ans, je me disais mais pourquoi je suis timide et pourquoi je suis comme ça? Et je peux bien sûr donner des réponses. Il y a plein d'explications à ça que je peux trouver. J'ai rencontré plein de chercheurs qui savent te dire pourquoi tu vas pas bien, mais pas comment tu peux aller mieux. Et c'est pour ça que je préfère beaucoup plus m'orienter aujourd'hui sur ben, comment t'aider une personne qui est dans cet état à basculer, ou même comment t'aider une personne qui est déjà heureuse à aller chercher le niveau d'après. Ouais. Oui, parce que ce qui est génial, c'est qu'il y a des outils. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas comme s'il y avait aucune solution, aucune possibilité. C'est qu'il existe pléiade de possibilités C'est pour incroyable. passer à chaque fois au-dessus. Ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, je disais hier soir, je disais à la conférence, je disais, soyez des bons sceptiques. Pour moi, un bon sceptique, c'est celui qui dit, ok, je crois pas tel quel ce que tu me dis, mais je vais faire l'expérience de tester. Bouddha. Comment? Bouddha le disait très bien. Bah Bouddha, voilà. Ouais. Et au moins, si tu veux pas expérimenter, au moins va faire des recherches. Va rencontrer des scientifiques. Va rencontrer des gens qui vivent ce bien-être-là. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des facteurs communs. Et que c'est pas juste un hasard. Par exemple, hier, c'est pareil, c'est fascinant. Et des fois, mais les gens que j'accompagne me challenge. C'est la partie de souffrance de mon métier et qui est magique, parce que ça me pousse à comprendre encore plus. On était 700 par hier dans la salle. Et je prends bien le temps d'expliquer en détail, de façon très didactique, l'importance de la physiologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la physiologie, comment tu te tiens, influence tes émotions. Par exemple, si je fais ça, après 3 minutes, Tout le monde sourit. bah, surtout déjà après 3 minutes, la biochimie de mon corps va changer sans rien faire. C'est-à-dire que je change la mécanique, ça influence la chimie. Les émotions, c'est de la chimie. Maintenant, ça, c'est une bonne posture pour de la joie. Mais par exemple, ça, c'est pas une bonne posture pour la détermination. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que chaque posture favorise une énergie donnée. Par exemple, les points fermés vont faciliter la certitude et la détermination. Si j'ai besoin de m'ancrer, de me sécuriser, de traverser la peur, serrer les poings, baisser légèrement la tête, regarder face à moi, inspirer, monter au niveau de la poitrine, avoir mon bassin, rétroversion du bassin. Ça, c'est une posture qui favorise une énergie de détermination. Une posture d'ailleurs qui est plus masculine. C'est proche des arts martiaux, ce que tu dis. Mais les arts martiaux l'utilisent énormément d'ailleurs. Ouais. Si par exemple, je veux de la gratitude dans une posture de détermination, je vais avoir beaucoup de mal. Parce qu'on sait aujourd'hui, que ce soit occidentalisé ou non, qu'on va voir des peuples partout dans le monde, on leur dit c'est quoi pour vous la gratitude? Il n'y en a aucun qui te dit c'est les bras croisés, les mains fermées, la tête pliée, les tempes serrées, la mâchoire contractée, le ventre contracté. Aucun. Et j'explique par exemple de façon didactique ça dans la salle. Et je suis surpris, mais en même temps c'est parfait, ça me pousse à être encore meilleur. Sur 700 personnes, d'avoir 3-4 personnes qui vont faire l'exercice. C'est pas, ceux qui veulent pas faire l'exercice, c'est encore autre chose. Mais qui veulent faire l'exercice, mais qui vont le faire en étant comme ça, en contractant le plexus solaire, avec la gorge qui est légèrement serrée. Et je me dis, c'est dommage, soyez des bons sceptiques. Il y a plein d'études sur la physiologie. Il y a plein de choses qui nous montrent que notre posture, elle détermine comment on peut se sentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de comment je me tiens, je vais faire tourner d'autres énergies dans mon corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. Il y a juste des postures appropriées ou non à l'énergie que j'ai envie d'avoir maintenant. C'est proche de la synergologie, ce que tu dis. Je connais pas la synergologie. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'étude de la gestuelle. D'accord. Ouais, très intéressant. Et ça conditionne comment je me sens. En plus, ça conditionne aussi nos relations sociales. Évidemment, ouais, c'est clair. Donc ça, c'était donc le conditionnement. Oui, donc voilà. Donc ce que je voulais dire pour finir le conditionnement, c'est que on est des êtres d'addiction. Et le seul moyen pour moi de faire passer son bien-être à un autre niveau, c'est de littéralement se programmer. Et là, ça va prendre du temps. De se programmer. C'est-à-dire que nos cellules fonctionnent par addiction. C'est-à-dire qu'elles veulent manger ce qu'elles mangent le plus souvent. C'est-à-dire que, vu que les émotions, c'est de la chimie, et qu'il y a un circuit en 3 étapes. D'abord, des émotions. Les émotions, c'est une durée qui est très courte. C'est-à-dire que ça dure quelques minutes, une émotion. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui te dit « Ah, je t'adore » et tu vas avoir une émotion de joie sur 3-4 minutes. On te dit « T'es nul », tu vas avoir une émotion de tristesse ou de colère sur 3-4 minutes. C'est court, une émotion. Et d'ailleurs, les gens confondent souvent émotion et ils confondent la douleur et la souffrance. La souffrance, ça veut dire quoi? C'est que tu ravives avec ton système nerveux, tu ravives quelque chose qui est terminé. La douleur, là, je me fais créer de la douleur, dans 2 minutes, c'est fini, j'ai plus aucune sensation. Par contre,
je peux 20 ans plus tard me raviver la fois où je me suis pris une baffe et créer de la souffrance. Donc tu as des émotions. Et quand tu donnes certaines émotions le plus souvent à ton système nerveux, donc tu as deux niveaux, tu as l'aspect neurologique, tu as l'aspect chimique. L'aspect neurologique, tu as une loi qui nous dit que les neurones qui s'activent en même temps se connectent ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, c'est le phénomène de prendre le même trajet pour aller au travail. Tu empruntes le même trajet, à force tu fais grossir la connexion neurologique. Ça demande de moins en moins d'efforts d'emprunter la même route. Ça c'est au niveau neurologique. Et au niveau chimique, eh ben, les émotions c'est de la chimie. C'est comme du Nutella, c'est comme un plat que tu manges beaucoup, que tu finis par aimer. Et ton corps il va en demander. Et quand il en demande plus, tu passes des émotions à l'humeur. C'est-à-dire que là, l'humeur, ça dure sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ce qui est intéressant entre l'humeur et l'émotion, c'est que l'émotion, elle est dépendante beaucoup d'une circonstance extérieure. Je te dis, ah, t'es génial. Et là, boum, sourire. Il y a des vidéos comme ça où on dit aux gens, ah, vous êtes tellement génial. Et on filme en slow motion leur sourire. Proche de vous. Et voilà. Et l'humeur, là, il n'y a plus de circonstance extérieure. La circonstance extérieure, elle est il y a 3 heures. Mais la personne, elle sent toujours de la joie. Pourquoi elle sent toujours de la joie? Parce qu'elle a rendu addict son corps à une intensité de joie qui est plus élevée. Mais on a des gens qui sont addicts à la tristesse, ou à la peur, ou à la colère. Et ce qui est intéressant à quelqu'un qui est addict, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de raisons d'être triste, mais dans le doute, il est triste. Et on passe, quand la personne elle se nourrit beaucoup de ça, de humeur à personnalité. Et la personnalité, c'est le plus fascinant. C'est que la personne, t'as quasiment plus aucune raison, mais elle sent quand même l'émotion régulièrement. C'est-à-dire que la personnalité de colère, colérique, la personne, tout est organisé, tout est planifié, il y a toutes les raisons d'être en paix. Mais inconsciemment, et pas consciemment, inconsciemment, son système nerveux va dire c'est trop calme. Dans le doute, je vais m'énerver. La personne qui a rendu son corps addict à la peur, typiquement j'étais addict à la peur adolescent et plus tard, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune. C'est-à-dire tu es sur ton canapé, tout va bien, il n'y a aucun événement extérieur, et tout seul, sans t'en rendre compte, tu vas prendre les archives et tu vas aller chercher un événement du passé où tu as eu peur. Et tu vas prendre cet événement-là et tu vas le projeter dans le futur en essayant de faire une association délirante entre le fait qu'une fille t'a dit non il y a 12 ans et le fait que tu vas fourrer ton entreprise. Il y a zéro lien, mais tout seul, sur ton canapé, tu vas faire passer ton bien-être comme un grand, tu vas faire passer ton bien-être de 9 sur 10 à 2 sur 10 comme ça, parce que ton corps il y est addict. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si, matin, midi, soir, comme des médicaments, tu rends ton corps addict à de la joie, de la certitude, de la confiance, de l'amour et surtout de la gratitude. Matin, midi, soir pendant 2 ans. En prenant juste le temps de fermer les yeux, de prendre le temps de respirer de façon cohérente et de voir par exemple une personne qui est dans ta vie qui te rend riche. Tu prends pas juste conceptuellement, parce que si ça reste au niveau du mental, c'est juste des petites connexions, c'est 2% du boulot. Là, je parle vraiment de le ressentir. Voir son visage, sentir la présence de cette personne. Tu peux même la voir, par imaginer ta femme, ton mari, tes enfants, un ami, et dire ma chérie, merci d'être dans ma vie. Je t'aime. Et de le dire pour le ressentir, jusqu'à ce que physiologiquement, je donne de la nourriture à mon corps de gratitude. Je peux le faire avec les personnes que j'aime, je peux le faire avec un souvenir, avec une victoire, je peux le faire avec un mentor. On a tous des gens qui nous ont inspirés. Bien sûr. Je peux le faire par rapport aux derniers jours de ma vie. Je peux le faire avec plein de choses. Mais si je fais ça matin, midi, soir, garanti, j'entraîne les gens. Et c'est pour ça que j'ai créé une méthode qui s'appelle la préparation neuro-émotionnelle, qui est inspirée des préparations mentales de sportifs de haut niveau, sur lesquelles j'ai été entraîné et formé. Simplement là, c'est une dimension qui est moins sur la performance, mais beaucoup plus sur l'appréciation et le bien-être, et beaucoup plus physiologique et corporel. Mais il y a quelque chose de très lié. Je sais pas si j'imagine que tu as eu accès à l'étude sur l'eau qui a été faite justement. Fascinant l'eau. Et c'est exactement le même principe parce que notre corps est quand même constitué de quasiment 70% d'eau. Donc évidemment, si tu as des messages de gratitude, de bonté, de positivité envers toi-même, on peut considérer qu'avec le temps, si tu répètes le message, c'est évident, tout se transforme. Et en plus, là, le cran au-dessus pour moi, pour que ça aille plus vite que simplement se donner le message, c'est prendre le temps de le ressentir. Parce que tu peux dire, ah oui, par exemple, je peux te dire, voilà, j'ai un super souvenir avec ma chérie quand, je sais pas, je vais en prendre un. Mais tiens, j'ai un super souvenir hier soir quand on s'est pris dans les bras. Et là, ça reste mental. Même si je l'ai déjà un peu physiologique, mais j'essaie de rester au niveau mental. Et là, ça va m'aider, mais c'est 20%. C'est pas pareil que si je prends le temps
de vraiment le ressentir, de retrouver la sensation physique que j'ai eue quand je l'ai pris dans mes bras avant de monter sur scène, et que je lui ai dit, voilà, ma chérie, je vais faire cette conférence comme si c'était le dernier jour de ma vie, je t'aime ma chérie, et que prends le temps de la ressentir. Là, je sens déjà que c'est plus physiologique. Sachant que je le fais sur quelques secondes, devant une caméra, et que c'est forcément plus facile si je le fais seul, et que j'ai le temps de le faire. Et là, pour moi, ça accélère encore plus le processus de reprogrammation du corps. Donc c'était un de mes points, qui est de rendre son corps addict à la joie, à l'amour, à la gratitude. Parce que ce qui est génial une fois que ton corps il est addict, c'est que tu es inconsciemment compétent. C'est-à-dire que sans raison, tu te mets à chercher, qu'est-ce que j'apprends? En quoi ça me fait grandir? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et donc, tu vis toujours autant d'événements douloureux. C'est juste que tu as habitué tes circuits à apprendre de ça, grandir de ça, célébrer ça, avancer avec ça. Et c'est ce que j'appelle le chronomètre. C'est-à-dire que le temps que tu mettais à transformer un événement, il passe de 1 heure à 30 minutes, ou il passe de 1 an à 6 mois, ou il passe de 1 heure à 10 minutes. Et c'est ça qui me fascine. Réduire le temps que je mets à switcher mon énergie et à aider les gens que j'accompagne à switcher leur énergie. Ça, c'était le 4e point. C'était un bonus dans le 3e point. D'accord. Dans un 4e point, du coup, on est parti dans un sens différent. On l'a dit sans le dire, Ouais. c'est la continuité d'un point que tu as abordé, Ouais. mais je l'avais dissocié. J'avais dissocié oser vivre la vie qui t'inspire et faire la différence dans la vie des autres. Parce que, même si bien sûr pour moi ça va se relier facilement, je préfère le dissocier parce que ça aide à le comprendre. Oser vivre la vie qui m'inspire, c'est vraiment déjà un acte d'amour envers moi-même, de me dire, j'adore peindre, je vais aller peindre. J'adore parler en public, je vais aller parler en public. Une question que j'adore, c'est comment je peux être payé à faire ce que j'aime. Et les gens disent, c'est culotté comme question. Ben non, c'est pas culotté, c'est le minimum, je dirais. Pourquoi devoir faire dans cette vie des choses où t'es pas bon? Parce que généralement, quand t'aimes, qu'est-ce qui se passe quand t'aimes? T'es capable de bosser 2 fois plus. T'es capable de te remettre en question 2 fois plus. T'es capable de voyager pour aller rencontrer les meilleurs dans ton domaine. T'es capable essayer jusqu'à devenir excellent. Quand t'adores faire ce que tu fais, t'es même capable de le donner gratuitement. Et c'est le paradoxe. C'est que, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que les gens me payent à faire quelque chose que, en fait, en réalité, je pourrais le faire gratuitement. Et si on mettait 45 milliards sur mon compte en banque, je ferais des conférences, je ferais des vidéos, je ferais des séminaires. La seule raison pour laquelle je suis payé aujourd'hui, c'est que j'ai compris que, grâce à l'argent que les personnes me donnent, ça me permet de payer des talents d'un graphiste, de gens qui montent mes vidéos, améliorer l'organisation, me former, prendre des salles qui sont plus belles, avoir des compositeurs qui composent nos musiques, avoir des meilleures caméras, produire 400 vidéos gratuites. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une dynamique. Mais profondément, je me suis perdu dans mon idée là du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de... Voilà. Sur un plan, ouais, c'est ça. Oser vivre la vie qui t'inspire. Donc pour moi, je le dissocie. C'est déjà cet acte de se dire, ça m'inspire, je vais aller un peu vers ça. L'autre chose, c'est ce désir qu'on a tous, au moins un peu au fond de nous, de vouloir faire la différence dans la vie d'autres personnes. Et ça peut être petit ou grand, long terme, court terme. Mais là, pareil, il y a des études qui sont fascinantes. Lettre de gratitude, par exemple. Ils demandent à une personne d'écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Un papier, une page. Merci d'être dans ma vie pour telle raison sur une page. Et ils mesurent le niveau de bien-être de la personne qui donne la lettre et qui reçoit la lettre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qui donne la lettre qui est la plus heureuse. Et ils mesurent jusqu'à 6 mois les effets de bien-être pour une lettre de gratitude. Et des effets encore plus prononcés quand la personne prend le temps de la lire à la personne. C'est dingue! Et ça veut dire quoi? Bon, je vais être un peu vulgaire, mais des fois ça permet d'ancrer les idées. J'ai compris quelque chose qui est magique. Si je pense qu'à mon cul, eh ben en fait je vais avoir de l'énergie qui est limitée qu'à mon cul. Et il y a une loi en fait qui est que dès lors que je mets mon niveau d'attention, mon niveau de conscience, ma conscience sur au-delà de moi-même, je vais être enrichi d'une énergie qui me dépasse. Et hier j'en parlais beaucoup parce que ça c'est quelque chose qui me fascine et qui a transformé ma vie. C'est qu'aujourd'hui j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas été touché par cette idée-là. L'idée que peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, d'imaginer que un jour dans ta vie tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un qui ressemble à qui tu ressemblais et que parce que tu t'es relevé, parce que tu l'as transcendé ou dépassé, va pouvoir se dire si toi tu l'as fait, moi je peux le faire et je vais transformer ma vie. Et quand je demande aux gens, tiens, je veux juste que tu imagines que dans 1 an, 10 ans ou 20 ans ou au dernier jour de ta vie, tu croises quelqu'un qui a des larmes d'inspiration sur son visage et qui te dit merci. Parce que tu t'es relevé
eh ben je vais le faire aussi. Comment tu te sens? Je connais aucune personne qui n'ait pas été touchée par ça. Et ça nous montre quoi? Que peu importe la difficulté qu'on vit, petite ou grande, on n'est jamais la seule à la vivre. C'est-à-dire, soit il y a des gens qui l'ont vécu, soit il y a des gens qui la vivent, ou il y a des gens qui la vivront. Et à chaque fois qu'on se rappelle que si moi je me relève, je peux aider des gens à se relever, eh ben ça donne énormément de ressources, énormément d'énergie. Et avoir une cause, il y a une vidéo que j'adore de Simon Sinek sur les points communs des grands leaders, sur le TED aussi, qui est incroyable, sur le point commun des personnes qui ont un pourquoi qui les dépasse. Ça pour moi c'est un élément de bien-être. Parce que ça donne du sens à beaucoup de choses que tu comprends pas. Tu vis, quand tu penses que serrer sur toi et que tu vis une faillite par exemple. Là j'ai un entrepreneur que j'ai accompagné récemment, il est en faillite. C'est dur une faillite. Il me racontait, un soir, il est dimanche avec ses trois enfants et sa femme. Ils avaient un rituel depuis des années à pizza et savouraient ensemble. Et là, d'avoir des larmes de tristesse cette fois, et dire, je sais pas comment il appelle ses enfants, on va dire, mes chéris, ce soir, papa, il a pas d'argent pour vous offrir une pizza en fait. Et il expliquait ça, il avait l'émotion qui lui montait, de se dire merde, j'arrive même pas à offrir une pizza à mes enfants. Donc c'est touchant quand en plus c'était un nounours, un grand monsieur balèze, euh, qui sur scène. Et j'ai ma maman qui l'a rencontré suite au séminaire il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Je lui disais alors comment il va? Il me dit bah, il est dans une énergie incroyable depuis le séminaire. Et il me dit il court tous les jours. Il n'a pas touché à la banquette, parce qu'il parlait qu'il passait des heures sur la banquette, le canapé, à plus rien faire tellement il était un peu dégoûté de vivre en fait. Et un des trucs qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, en changeant ses perceptions, je l'ai aidé à voir qu'il n'était pas le seul entrepreneur à vivre ça et qu'il pouvait faire la différence dans la vie de ses enfants, de sa femme et d'autres entrepreneurs qui peut-être feront faillite ou peut-être éviteront de faire faillite Mm. grâce à lui. Et ça paraît basique comme je le dis, mais je l'ai aidé à le ressentir plus qu'à le comprendre. Et au moment où il a ressenti que peut-être l'événement qu'il est en train de vivre dans sa vie qui est douloureux, est peut-être un cadeau pour ses enfants, pour sa femme, pour lui-même, pour le monde, bam! L'énergie elle est passée de 1/10 à 9/10. Ouais, ça m'étonne pas. C'est ce qui est puissant, je trouve, dans les livres. C'est tous les écrivains qui sont attardés à un moment donné à sortir un livre, on peut considérer qu'ils se sont intéressés à un sujet très particulier et ils livrent Un cadeau. un cadeau, très clairement, ouais, très clairement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple que tu prends parce que je considère qu'on est des milliardaires et qu'on s'en rend pas compte. À 2 niveaux, on est des milliardaires. La première chose, souvent je dis aux personnes, j'aime bien les exemples trash que les gens s'en souviennent. Je leur dis, si je te crève les 2 yeux là, maintenant tout de suite, et que, imagine que ça fait 1 an que tu es aveugle, et que tu viens d'hériter d'1 milliard d'euros, et que la technologie a avancé, et qu'avec avec 500 millions d'euros, tu peux retrouver tes yeux. Qui dans la salle utilise son argent pour retrouver ses yeux? Levez la main. Et de façon instantanée, sans aucune réflexion, tout le monde levait la main. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est tous milliardaires, rien que nos 2 yeux euh, ont une valeur inestimable pour nous. Et souvent, les gens, on rigole parce que des fois, il y a des personnes qui me disent moi je mets 500 millions et je récupère qu'un des 2 yeux. Mais c'est incroyable en fait comment juste nos yeux ont de la valeur ou nos oreilles. Il y a des vidéos du TED, j'adore le TED, hein, où tu vois une femme qui, grâce à un appareil technologique, récupère l'ouïe. Et là, elle a des larmes qui lui coulent sur le visage. Et, putain, son émotion, hein, tu la sens, tu t'effondres avec elle. Ou tu vois des vidéos où des gens, ils arrivent à revoir les couleurs grâce à d'autres lunettes, des personnes qui voient pas les couleurs. C'est fou. C'est clair. Et on est milliardaires de par nos jambes, de par nos yeux, de par nos oreilles, de par nos mains. Combien ça vaut de toucher la femme qu'on aime ou nos enfants? Et la deuxième chose pour laquelle on est milliardaire, c'est pour ça que je pense à ça, c'est que sans s'en rendre compte, on profite des talents de milliards d'êtres humains. Pour être juste ici, si on devait faire une liste de gens à remercier, elle serait inimaginable. Que ce soit des lampes, des bâtiments, l'électricité, les gens qui ont amené l'eau ici, le plastique, les personnes qui ont inventé ces caméras, nos vêtements, les gens qui nous ont coiffés, notre rasoir. C'est un truc de fou. Et on a le culot, et j'ai le culot parfois aussi, hein, de dire j'ai pas de chance, je me sens seul, j'ai la poisse. Ouais. Comment tu veux dire ça? Ouais. On est profondément privilégié. Et pourquoi ce message-là il me touche, c'est que j'étais le premier à me sentir pauvre dans ma vie, alors qu'en fait, j'ai eu profondément de la chance.
Et d'ailleurs, c'est incroyable comment j'ai passé des années à croire que j'avais eu un mauvais père Mhm. et que mon père était la raison de mon manque d'estime de moi et mon manque de fierté, jusqu'au jour où j'ai réalisé que mon père a été parfait pour moi. Ça m'amène d'ailleurs sur ma dernière clé. C'est la résilience. Cette capacité finalement à voir en quoi chaque événement de notre vie est une ressource pour nous. Et quand j'ai compris qu'en fait mon père a été parfait pour moi, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu être mieux, mon père il a été sur mesure. Mhm. Je lui en ai voulu pendant des années de ne pas me dire je t'aime et je suis fier de toi. Et en fait j'ai réalisé qu'il m'a inconfortablement poussé à me dire à moi-même je suis fier de moi. Et me pousser moi-même à me dire je m'aime. Il m'a poussé aussi d'une certaine manière à avoir le métier que j'ai. Et aujourd'hui j'ai profondément de l'amour pour mon père. Je suis passé de haïr mon père à euh, aimer profondément mon père. Et c'est incroyable de se dire, mais comment ça se fait effectivement qu'on n'apprend pas ces outils-là à l'école? Mon plus gros challenge dans ma vie, ça n'a même pas été de parler devant des milliers de personnes. Mon plus gros challenge dans ma vie, c'était à Noël de décider de prendre mon père dans mes bras. C'est récent, hein, ça date d'il y a 2 ans. Et les gens, ça les fait rire parce qu'ils me voient faire des trucs qui leur paraissent beaucoup plus énormes, partir aux États-Unis, interviewer des gens ou quoi que ce soit. Mais ça me demandait de traverser mes peurs, d'être prêt à revivre la sensation de l'enfant qui est rejeté et qui croit être Mhm. rejeté. Et de voir qu'en fait mon père m'a donné de l'amour sous une forme que j'arrivais pas à voir parce que j'étais aveugle. Mon père il a été abandonné euh, par son père d'abord, puis par sa mère, puis son grand-père est décédé et sa grand-mère l'a un peu abandonné. Et donc il m'a donné tout ce que lui il n'a pas eu. Un toit, des études, à manger et il s'est battu pour m'avoir en garde alternée. Sauf que moi j'étais aveugle. Je voyais je voyais ce que je n'avais pas, je voyais qu'il aurait pu me dire je t'aime ou je suis fier de toi. En fait, il m'a donné ce qui était le plus important. Quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que mon père, il m'aimait. Il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux avec la vie qu'il a eue et ses ressources. C'est Mhm. ça la résilience. Au final, ce qui est magique, et ce qui est incroyable, c'est que le jour où j'ai arrêté de vouloir que mon père soit fier de moi et qu'il me dit je t'aime, je me rappelle une des premières fois que je lui ai écrit je t'aime par SMS. Il a mis 3 semaines à répondre. Et avant, je le vivais mal. Je me disais, mais pourquoi il me répond pas en fait? Mais c'est juste qu'il est pas à l'aise. Personne lui a dit je t'aime dans son Ouais. enfance. Et je me rappelle la première phrase, il m'avait fait rire. Il m'avait répondu, la première fois, c'était son premier pas pour lui. La réciproque est vraie. Parce que c'était inconfortable pour lui, pour dire je t'aime. Et progressivement, notre relation, elle a changé au point qu'aujourd'hui, il bosse même une partie du temps dans mon entreprise, alors qu'il avait même du mal à y croire, qu'il avait peur que je passe d'ingénieur à partir d'un inconnu, créer cette entreprise-là, et que ça paraissait complètement inconnu, surtout à l'âge que j'avais de démarrer ça. Et c'est incroyable quand tu ouvres les yeux sur le fait que depuis ton enfance, la vie, elle t'aime et tous les événements de ta vie, j'insiste, tous les événements de ta vie, agréables et désagréables, victoires et challenge, sont au final des opportunités pour apprendre et pour grandir. Et c'est ça qui est magique avec les 5 points que je t'ai donnés, c'est qu'au final, tu te rends compte que les 5 sont reliés. C'est-à-dire qu'au final, les événements douloureux de ta vie, comme par hasard, ils ont un sens avec la cause que tu as. Comme par hasard, ta cause et les événements de ta vie, il y a une corrélation avec les talents que tu as et le projet qui t'inspire. Comme par hasard, quand tu es connecté à tout ça, c'est plus facile de reprogrammer la biochimie de ton corps. Tu es beaucoup plus motivé à casser ce conditionnement de la masse, entre guillemets, à prendre soin de toi. Et d'un coup, tu te sens beaucoup plus courageux. D'un coup, ta vie a plus de sens. Tu te mets à attirer des nouvelles personnes dans ta vie, des nouveaux amis. Et il y a un cercle vertueux qui s'installe. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 5-là, même si je pourrais en prendre plein d'autres. Parce que quand tu as ces 5-là, franchement, tu es quand même bien outillé pour être heureux, hein. Ouais, je pense, ouais. Parmi ton parcours, tu as commencé assez tôt à faire l'équivalent de Réfléchissez et devenez riche, ce fameux livre de Napoléon Hill. Et toi, tu l'as matérialisé dans la matière, j'ai envie de dire. Tu as été à la recherche de personnalités qui ont tous eu des réussites assez exceptionnelles, j'imagine, quand même dans leur vie. J'imagine que ça a été une source d'inspiration incroyable pour toi. Ça a transformé ma vie. Et ouais, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle je dis aux gens, euh, on pourrait presque le mettre en sixième clé, puisqu'elle est tellement importante celle-ci, c'est que j'adore la métaphore très basique que si tu prends une machine à café et que tu mets de la bière en entrée, tu peux pas avoir du super café en sortie. C'est pas possible. Et que ce que tu rentres en toi détermine ce qui sort de toi. Et que c'est une responsabilité qui est notre première responsabilité, qui est de choisir je me nourris de quoi. Et souvent, quand on parle de nourrir, on pense à de la nourriture. Pour moi, la première nourriture, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on lit, c'est les biographies. Et avant de les rencontrer, déjà, la première chose qui a changé ma vie, c'était déjà en interne. Et
Ça, c'est mais je leur dois ma vie, ces gens-là, en fait. Des gens qui même ne connaissent pas, certains. Hein. Des gens qui sont morts, certains. C'est que se nourrir de biographies de gens qui ont transformé le possible, l'impossible en possible, Ah oui. de gens qui ont réalisé leurs rêves, Mm. de gens qui ont créé des choses pour le monde, se nourrir de ça, et encore mieux, du coup, pour répondre à ta question, d'avoir la chance d'aller les rencontrer, change ton modèle de croyance. Parce que quand tu as grandi dans un environnement où la norme, c'est que c'est pas possible, la norme, c'est que c'est dur, c'est clair que c'est dur, du coup, de sortir de ça. D'où l'importance, j'appelle ça le cocon positif, le cocon inspirant, de se créer un environnement, euh, à commencer par un environnement virtuel, parce que tu lis, ce que tu regardes, etc., de choses qui te nourrissent et qui transforment peu à peu tes croyances. Donc oui, moi, c'est pour ça que je parle de mes héros, c'est que ces gens-là m'ont montré des morceaux de ce qui est possible, et j'aurais pas la vie que j'ai sans ces personnes-là. Et c'est pour ça que quand je vais dans, par exemple, dans des écoles de commerce ou des lycées ou des collèges, même, parce que la majorité de mon audience, elle a plutôt entre 40 et 60 ans. Mais j'ai de plus en plus de jeunes qui quand même arrivent dans mes séminaires et des fois j'interviens dans les écoles de commerce où là j'ai vraiment un public d'ados ou de jeunes adultes. Et je leur dis, il y a une seule chose à comprendre si vous voulez vous créer une vie magique, allez à la rencontre de gens que vous trouvez magiques. Et je leur dis quelque chose qui peut sembler une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas cet âge-là. Hein. Bon, je vais le dire quand même. Je fais souvent attention à pas trop le dire parce que les gens disent oui mais moi j'ai pas cet âge-là. Bon, tant pis, vous le direz aux gens qui ont cet âge-là. Ce qui est incroyable pour quelqu'un qui a 16 ans. Parce que déjà, à mon âge, par exemple, j'ai 27 ans, c'est déjà quasiment plus accessible, ce que je vais dire. C'est vraiment accessible, ce que je vais dire, énormément entre 12 et 21. Allez. Après, c'est possible, hein. Mais on va dire, tu rentres dans la tranche des adultes et Plus compliqué. c'est autrement qu'il faut le faire. Je le fais toujours, la preuve, mais c'est autrement. Mais entre 12 et 21 ans, ça peut être super simple. C'est que quand tu as entre 12 et 21 ans, quand tu contactes quelqu'un, pour lui dire j'aimerais te rencontrer, même si t'es pas connu, même si ton projet il tient pas 100% la route, juste parce que tu as entre 12 et 21 ans, tu as des chances qu'ils te disent je veux bien te rencontrer. Après 21 ans, tu as intérêt à avoir un projet beaucoup plus sérieux, d'avoir des preuves ou des résultats, d'avoir une approche relationnelle qui est différente. Donc c'est possible, la preuve, on y arrive. Ouais. Mais entre 12 et 21 ans, et c'est moi, j'ai pu commencer à le faire pile à la frontière et vraiment sentir la différence. Donc, j'ai pu commencer à en profiter à mes 20, 21 ans de ce truc-là. C'est que à 21 ans, quand tu contactes quelqu'un qui a 82 ans comme Brian Tracy et que tu lui dis voilà, ça m'inspire ce que vous faites, j'ai 21 ans, je veux apprendre dans cette vie, je veux me créer une vie extraordinaire, je suis prêt à bosser, je suis prêt à vous apporter de la valeur, je suis prêt à bosser gratuitement pour vous, je suis prêt à vous interviewer, j'aimerais apprendre de vous. Les chances que la personne se dise allez je prends un peu de temps pour lui, elles sont énormément plus élevées, énormément. C'est clair. Mais c'est aussi parce que tu as peut-être montré ta détermination. Mais c'est juste une loi basique. Ah, c'est que vu qu'il y a très peu de jeunes qui le font, ouais. mais tu sors du coup beaucoup plus du lot. Un, Ouais. et deux, on est tous quand même un peu touchés par l'idée de redonner aux jeunes. Oui, c'est évident. Mais j'imagine que, excuse-moi d'insister, mais je pense que tu as dû montrer ta détermination Bien sur sûr. le téléphone. On peut peut-être pas considérer que n'importe quel jeune homme de 21 ans ou 20 ans appelle s'il n'est pas déterminé. Alors bien sûr, ça va pas matcher. Je suis 100% d'accord que c'est jeune plus détermination. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que après 21 ans, ça va demander encore plus de détermination et encore plus une approche. Ouais. Je le vois bien, si aujourd'hui je contacte des personnes, je le fais régulièrement, que ce qui va faire qu'on va se rencontrer, c'est que j'ai intérêt à toucher bien dans leur système de valeurs, avoir une approche qui correspond à leurs besoins, répondre à un besoin. Donc, j'ai intérêt à avoir des éléments rationnels en disant voilà, j'ai déjà fait ça dans ma vie, Chiffres. des chiffres, Ouais. je sors pas de nulle part. Ouais. Alors que quand, en tout 21 ans, tu peux sortir de nulle part et la personne, tu as beaucoup plus de chances qu'elle te rencontre. Mon propos, il n'est pas de dire qu'après 21 ans, c'est pas possible, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il est plus pour les jeunes, à la limite, que je suis en train de dire ça. C'est de dire que quand tu as cet âge-là, si à cet âge-là, tu saisis l'opportunité d'aller apprendre de gens qui ont 30, 40, 50, 60, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu boostes ta vie. Et ça a boosté ma vie. C'est-à-dire que je suis allé rencontrer des gens qui avaient deux points communs. C'est moi ce qui m'intéressait dans ma recherche. C'était des gens qui arrivaient à réussir dans leur vie selon leurs propres termes et pas les termes de la société. Par exemple, Jean Béliveau qui a fait un tour du monde de 11 ans à pied. C'est sa réussite à lui. Et qui en parallèle semblait en tout cas arriver à réussir dans le bien-être. Et c'était ces deux polarités qui m'intéressaient vraiment
qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à réaliser ses rêves tout en étant dans le bien-être? Et bien sûr, ils ont transformé ma vie. Et est-ce que des lectures en amont aussi, est-ce que c'est des lectures qui t'ont amené progressivement à dire, tiens, je vais partir à la rencontre, ça sera plus simple? Oui, oui, Ouais, en fait, c'est un peu systémique, c'est-à-dire que c'est ouais. des lectures, des vidéos, puis après, je me rappelle la première fois que j'ai investi dans un stage, ça m'avait à 1 800 euros, donc j'avais 20 ans, 21 ans, formation. Et donc voilà, c'est les livres, les vidéos, les biographies, les films inspirants, beaucoup, les formations, et puis progressivement, l'étape d'après les formations, ça a été les rencontres en fait. Et les rencontres ont été clairement un catalyseur, quoi. Voilà, ça a augmenté la sensation de c'est possible. Les livres le faisaient déjà, Ouais. mais ça restait loin. Mm. Et quand as la personne là comme ça et que tu lui serres la main et que tu es à côté, d'un coup c'est passé de c'est peut-être possible à waouh là, c'est vraiment possible. Ouais, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose, il faut pousser les gens à passer à l'action. Pousser les gens effectivement Ouais. à provoquer des expériences de qualité dans leur vie Mm. parce que ça. Il y a, il y a des fois trop de personnes qui ont tendance à se dire une fois que je serai 100% heureux, je vais créer ça, alors que pour moi c'est une vraie dynamique vertueuse, c'est-à-dire que tu prends soin de ton bien-être, en parallèle tu provoques des opportunités, des expériences. Et dans toutes ces expériences, il y en a qui vont être inutiles, en apparence au moins. Et dans toutes ces expériences, il y aura des rencontres différentes. Ma vie, elle n'aurait pas changé. Alban, par exemple, c'est tiens, pour la petite anecdote, ils ne savent pas qui c'est Alban, mais Alban, qui est mon bras droit dans l'entreprise à qui je travaille, je l'ai rencontré dans cette formation à 1 800 euros. Chez Paul? Chez Paul Pironet, voilà. Ok. Et c'est drôle parce que quand je fais ma formation à cet âge-là, 21 ans, je vois Alban et je suis intimidé en fait. J'ai peur, je suis pas à l'aise. Et à un moment donné, on va être dans les toilettes et je me dis, bon allez David, passe ta peur, c'est le moment de lui parler. Et c'est quand même incroyable de se dire que j'ai 21 ans à ce moment-là et j'ai peur de parler à cette personne-là et parce que j'ai osé mettre mes 800 euros, parce que j'ai osé aller à la formation, parce que j'ai osé enfreindre la règle de mes parents, parce que j'ose parler à cet homme-là. 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, il va s'avérer intégrer mon entreprise. Aujourd'hui, c'est un frère pour moi et on est en train de pouvoir accomplir, dans ma vision du monde en tout cas, des grandes choses pour le monde. Et si à un moment donné, je passe ma peur pour le faire, ben oui, je passe à côté du bonheur en fait. Et Ouais. ce qui est drôle, pour continuer l'histoire, quand même, comme quoi tout peut partir d'une action. euh, euh, un an plus tard, j'ai Paul qui me dit, tiens, il faut que tu viennes à un restaurant ce soir. Et je vais à un restaurant, il m'invite peut-être plusieurs fois au restaurant, on était proches. Et il y a une fille à ce moment-là au restaurant que je trouve vraiment mignonne. Et je prends ses coordonnées et puis il se passe 6 mois. Et puis on va se retrouver en formation plus tard et elle est là à nouveau. Et il y a Alban qui est là, qui a rencontré sa femme. Et ce qui est drôle, c'est que c'est Alban qui va m'aider à séduire la femme que Paul avait voulu me faire rencontrer 6 mois avant, qui maintenant, depuis 5 ans et demi, est ma chérie en fait. C'est marrant, hein. Et que à ce moment-là, j'ai Paul, Alban et un autre personne qui s'appelle Philippe qui me coach le soir pour m'aider à séduire Julie, qui va Énorme. me mettre 3 râteaux. Et pour quelqu'un qui est pas à l'aise avec le rejet à la base, elle m'a vraiment demandé de traverser ma peur pour au final qu'on se mette ensemble et que non seulement elle enrichisse ma vie, mais elle m'a aidé à développer cette entreprise. Et donc tout ça, ça part d'un moment donné où je me dis, allez, je mets 1 800 euros sur la table, je mise sur mes formations. Et des fois, il y a des personnes qui me disent, mais ouais, tes formations, elles sont chères ou quoi que ce soit. Et je trouve ça drôle, la notion de cher. Parce que aujourd'hui, pour pouvoir transmettre ce que j'ai appris, quand on cumule les formations, les coachings individuels, les déplacements pour se former en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, j'ai arrêté de compter exactement. On a plus de 200 000 euros de formation et coaching individuel. Et ça me fait rire quand les personnes me disent que mon stage à 300 euros, ou à 400, ou à 500, ou 1000 euros, il est cher, alors que ça, et je compte pas le budget de 250 interviews euh, et toutes les lectures, et je Ouais, trouve bah ça oui. très marrant la notion de prix, et je me dis, pour me payer les 1 800 euros, c'est pas mes parents qui me l'ont payé, hein. Mhm. C'est des jobs d'été à mettre mon dos en tant que plombier dans des éviers de personnes où il y a de la merde qui coule. Mhm. Et quand j'ai des fois des personnes qui me disent c'est trop cher, ça m'énerve presque pour eux. Je parle pas à la personne qui effectivement, la personne qui me dit là j'arrive même pas à nourrir mes enfants, je parle Ouais. pas de cette personne-là. Ouais. Je parle à la personne qui a un iPhone à la main Mhm. et qui me dit c'est trop cher. Ouais. Et des fois j'ai envie de dire mais arrête de te mentir. Soit tu me dis c'est pas pour moi, ou alors, ou alors sois honnête avec toi. Ouais. Aujourd'hui, une personne qui en veut, elle bosse le week-end, elle bosse le soir, elle bosse pendant ses vacances et elle s'offre elle s'offre un voyage, elle peut s'offrir une rencontre. Je me rappelle la première fois où j'ai invité des restaurants
inviter au restaurant des gens, des mentors pour moi. Ma mère, elle me disait, mais c'était fou. C'est-à-dire, j'avais à peine de l'argent et je prenais le train pour aller en Suisse ou quoi, et inviter des gens qui, eux, étaient dans une abondance financière par rapport à moi. Elle me disait, mais pourquoi tu les invites? Et je disais, mais déjà, ils me font le cadeau de. Et ça me prend là, juste d'en parler, mais ils me font le cadeau de m'accorder 1 heure. Et il manquerait plus que ça soit tout le temps à moi de payer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je vivais des fois très mal que Paul, Alban et Philippe, parce que je me payais ces formations en donnant tout l'argent que j'avais, et ils m'offraient régulièrement des restaurants, et je me disais, putain, j'en ai marre là d'être entretenu, et vivement le moment où je vais pouvoir les honorer, et moi aussi les inviter au restaurant. Et ouais, ça me saoule de voir toutes les personnes qui se trouvent des excuses. Des fois, je vois des personnes qui me disent, je viens pas à ta conférence parce que j'habite à Rennes. Ouais, Et je me dis, et je me dis, mais merde. ils sont pas prêts à investir pour eux. Mais C'est attends, peut-être mais pas en bon, plus, le hein. pire, c'est que Ouais. tu tapes Mm, car, mm. Rennes-Paris. T'as des cars à 13, 14 euros. Ouais, c'est Tu clair. prends après Couchsurfing. Même Blablacar. Ouais. Voilà, si tu veux payer Blablacar, Ouais. tu fais Couchsurfing, tu peux dormir chez l'habitant. Et je me dis, mais en fait, la personne à Rennes. Ouais, non mais ouais, tu prêches un convaincu, hein. C'est Et clair. et t'as des personnes qui, Euh, des fois, donc t'as la personne de Rennes qui me dit c'est trop loin. mm. Et j'ai le lendemain la personne qui vient de Martinique, du Canada, qui C'est s'est ça. déplacée. Des fois, déjà, je les comprends pas, hein. C'est ce que je dis très souvent. Ouais. Moi aussi, enfin, je vis exactement la même chose. Moi, ce que je dis, c'est que les gens, ils sont à un moment donné dans leur vie, ils sont pas prêts à investir pour eux. Et puis peut-être que l'année d'après, bah, ce sera le bon moment pour eux. D'un près, il y a le déclic et la Voilà, personne, c'est ça. elle investit. Et... Mm. Je sais que tu aimes bien les citations, on va terminer là-dessus. Ah, j'adore les Et citations. ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'input. Un des trucs que j'ai fait qui a changé ma vie à mes 18 ans, c'est. Non, mes 19 ans, parce que je faisais ça dans mes cours d'ingénieur, au lieu d'écouter des cours. Je, je m'étais fait une liste de 1500 citations Ouais. que j'avais trouvé un peu dans les livres sur Internet. Et du coup, je me les notais de 1 à 4 étoiles pour me faire un top 200 que je lisais tous les soirs. Donc, depuis, j'en ai oublié une grande partie, mais je pense qu'inconsciemment, ça est devenu. Sûrement, ouais. Euh, et effectivement, je m'étais fait des citations par typologie de besoin. Certaines sur la résilience, certaines sur la réussite, certaines sur l'optimisme, certaines sur l'amour. Et du coup, j'avais mes citations comme ça qui ont changé ma vie. Et encore une fois, c'est mes héros. Donc, je peux en donner quelques-unes comme ça Et qui me. ouais, s'il y en avait une à Ah retenir. putain, une, c'est trop dur. Non, il y en a une là qui m'a aidé énormément dans mes débuts. C'est une phrase de Marc Aurèle. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont, la force de changer les choses que je peux, Mm. la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Donc je vais la redire. C'est fort. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses qui sont, la force de changer les choses que je peux, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Et c'est une phrase qui m'a énormément aidé dans les moments où je me sentais ne pas pouvoir y arriver ou oppressé, de me dire, ok, est-ce que là tu as du pouvoir ou est-ce que tu n'en as pas? Parce qu'il y a une loi, si tu veux déprimer, c'est mettre ton attention sur là où tu n'as pas de pouvoir. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un en coaching qui se sent mal, c'est qu'il met son attention sur là où il n'a pas de pouvoir. Par exemple, il faut que ma femme change, mon mari change, mon Mm. boss change, le monde change, François Hollande change, je sais pas qui change. Il n'y a pas de pouvoir là-dessus. Bah ouais. Euh, et donc voilà, une citation que j'adore vraiment. Après, il y en a une de Benjamin Disraeli, alors je l'ai plus exactement, mais j'adore énormément l'idée qui dit que dès qu'un homme a trouvé ce pourquoi il était prêt à mourir, il est inarrêtable en fait. Et elle est pas exactement comme ça, mais l'idée c'est ça, c'est que j'ai plus exactement la phrase exacte, mais à trouver ce pourquoi il est prêt à mourir, du coup, il est prêt à mettre en jeu jusqu'à son existence pour atteindre son but. Voilà, c'est ça. Mm. Et ça me touche beaucoup parce que ça m'aide à être le David que je veux vraiment être et pas celui qui a une subordination de ce que les gens attendent de moi. Parce que des fois, le métier que j'ai choisi autour du bien-être ou des fois d'accompagner des personnes sur des sujets euh, qui peuvent paraître difficiles comme le viol, la faillite, le licenciement, etc. C'est une partie de mon quotidien, l'autre partie c'est d'accompagner des entrepreneurs à développer leur business tout en servant le monde et en étant plus épanoui. Mais des fois, quand je parle de ces sujets-là, il y a comme une interdiction sociale de David, t'as pas le droit de dire qu'on peut être heureux avec ça. Et des fois, ça me demande d'accepter le rejet, la critique, d'assumer ça. Pas pour moi, mais pour les gens que je peux profondément aider et que je n'aiderai pas si je joue petit, profil bas et que par peur de la critique, je m'empêche de délivrer le message que j'ai envie de donner. Et on est trop de personnes sur cette terre à s'empêcher de délivrer le message qu'on veut donner pour, pour, pour jouer profil bas et surtout ne pas déranger. Et donc, mon nom, il peut disparaître.
c'est pas grave qu'on oublie. Mais le ricochet, la vibration que je veux participer avec les gens qui travaillent avec moi à créer, celle-ci, je veux qu'elle ait une résonance au-delà de ma vie, 500 ans après ma vie. Ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé, je m'implique tous les jours pour ça. C'est que le début. Et c'est que le début. J'adore cette phrase. Merci David. Avec plaisir.